Bonsoir à toutes et tous, merci d'être avec nous pour cette deuxième émission spéciale. Vous étiez très nombreux à nous avoir suivis lors de la première. Nous sommes ravis de vous retrouver donc en direct pour cette émission consacrée à la chirurgie de l'obésité, la chirurgie bariatrique. Et après, alors nous allons répondre bien sûr à cette question avec nos professionnels de santé et à vos questions, bien sûr, je vous invite à réagir dès maintenant et à les poser via le chat. Alors ce soir, je recevrai donc une équipe pluridisciplinaire du Centre Elsan Obésité des cliniques Bretéché et Santé Atlantique qui accompagne les patients dans ce parcours de la chirurgie. Je recevrai donc des chirurgiens bariatriques, plasticiens, gynécologues obstétriciens, médecins nutritionnistes, médecins du sport, diététiciens, coachs sportifs et psychologues. Nous allons évoquer ensemble pendant cette heure et demie le suivi nutritionnel après la chirurgie, l'importance du suivi psychologique et de la reprise de l'activité physique. Et bien sûr, dans ce parcours post-op, et je sais que les questions seront nombreuses, nous parlerons de la chirurgie reconstructive et des conséquences que peuvent avoir la chirurgie bariatrique sur les futures grossesses. Lors de la première émission, rappelez-vous, je vous disais qu'en France, l'obésité touchait plus de 8 millions de personnes, soit 17% de la population. C'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Voici un nouveau chiffre que je vous propose selon une étude Odoxa. Regardez. 67% des Français estiment que perdre du poids est d'abord une question de volonté et 62% pensent que l'obésité est avant tout due à une mauvaise alimentation et à un manque d'activité physique. Ce que l'on oublie souvent de dire, c'est que l'obésité est une affection multifactorielle. La prédisposition génétique, les perturbateurs endocriniens, les troubles du sommeil, la prise de nombreux médicaments ou encore avoir un métabolisme de base lent sont autant de facteurs pouvant favoriser l'émergence de cette pathologie. Et il est toujours bon aussi de rappeler que l'obésité n'est pas un effet mode de vie, mais bel et bien une maladie chronique reconnue par l'OMS. Et j'ai le plaisir de recevoir pour commencer cette émission le docteur Simon Suot. Bonsoir docteur Suot. Vous êtes chirurgien bariatrique au sein de la clinique Bretéché. Nous avons en face donc le docteur Déborah Actas. Merci d'être avec nous docteur Actas. Médecin nutritionniste à la clinique Bretéché. Nous avons Johanna Voisard, diététicienne en hospitalisation de jour à la clinique Bretéché. Et Anne-Gaëlle Courouble qui est notre psychologue. Merci en tout cas d'être avec nous pour cette émission. On va commencer avec vous, docteur Suot, pour cette introduction. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord ce qu'est tout simplement l'obésité ? Vous avez fait très bien de le rappeler, c'est pas un effet mode de vie, c'est bien une maladie chronique décrite par l'Organisation mondiale de la santé, qui est en fait une accumulation de masse grasse de façon anormale ou excessive chez les patients et qui entraîne un surrisque pour leur santé. Actuellement, elle est définie par un indice de masse corporelle, l'IMC, qui est un indice international qui se calcule, en fait, c'est le rapport du poids sur la taille au carré. Et en fait, on définit l'obésité à partir d'un IMC supérieur à 30. D'accord, donc il y a 30, 35, 35, 40 et au-delà de 40, c'est l'obésité morbide. Voilà. Ça. Et qui peut bénéficier d'une chirurgie bariatrique ? Alors actuellement en France, la chirurgie de l'obésité, elle est organisée par la Haute Autorité de Santé et aussi en accord avec la société scientifique, la SOFCOM, sur les maladies de l'obésité. Les recommandations actuelles, ce sont les patients qui sont majeurs et jusqu'à 60 ans. Actuellement, il y a des patients de plus de 60 ans, mais c'est du cas par cas. Et on accorde ces chirurgies surtout à des patients qui ont un IMC qui est supérieur à 40 ou supérieur à 35 avec une complication de l'obésité qui peut être améliorée par la chirurgie. Il faut également qu'ils aient un suivi médical minimum de 6 mois, qu'ils comprennent ce suivi et qu'ils acceptent d'avoir un suivi au long cours après l'intervention. Et également, il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication chirurgicale à une intervention de l'obésité. Et quelles sont les conséquences de cette obésité ? Les conséquences, elles sont multiples. Elles vont avoir des répercussions médicales sur le plan cardiovasculaire, sur le plan respiratoire. On va également avoir des complications métaboliques, en particulier le diabète, les dyslipidémies, l'hypertension artérielle. Également sur le système ostéo-articulaire avec des patients qui souffrent de douleurs chroniques au niveau des hanches et des genoux. Et aussi, on peut aussi avoir des complications sur la fertilité et le déroulement des grossesses au niveau obstétrique. Il va y avoir un retentissement aussi social avec des patients qui sont des fois en isolement, des pertes de l'estime de soi-même, et surtout une répercussion au niveau aussi professionnel avec des difficultés d'insertion, des reclassements professionnels qui peuvent des fois favoriser du coup cette qualité, ne pas être en faveur de la qualité de vie du patient. Ouais, on imagine. Du coup, pourquoi se faire opérer alors ? Parce qu'actuellement, la prise en charge de l'obésité, le traitement qui a les meilleurs résultats à court, moyen et long terme, c'est la prise en charge chirurgicale avec un impact sur l'espérance de vie, un impact sur la qualité de vie
et sur l'amélioration et l'épanouissement sociaux et professionnels, également au niveau de fertilité, comme je vous expliquais, sur la mise en route de grossesse et le déroulé. Merci en tout cas pour ce rappel, Dr Actas. Nous allons faire pendant cette émission un focus sur l'après, mais il est nécessaire, pour bien comprendre le suivi de l'opération, de rappeler l'importance de l'avant et d'expliquer les impératifs du parcours, du suivi médical. On commence par l'amont. Il existe un délai minimal de 6 mois en fait, dans le cadre de projets de chirurgie bariatrique. Ce délai est imposé par la Haute Autorité de Santé. Il doit aussi, à mon sens, être adapté au patient, c'est-à-dire qu'il peut être prolongé à sa demande ou à celle des professionnels qui sont impliqués dans sa prise en charge. Le patient est accompagné pendant ce parcours avec une consultation mensuelle, soit par le nutritionniste ou le chirurgien, et également la possibilité de journées de préparation en hospitalisation de jour. Alors, cette préparation a quel objectif ? Alors, il y a un double objectif. Le premier, c'est la réalisation des examens complémentaires pour rechercher des complications de l'obésité et des contre-indications éventuelles à la chirurgie bariatrique. Le principal, donc le deuxième objectif, est la préparation nutritionnelle, psychologique et physique. En effet, comme on a pu l'évoquer précédemment, l'obésité est une maladie chronique, polyfactorielle. C'est la maladie du tissu graisseux, qui peut, de la même façon que le diabète, être en rémission avec la chirurgie bariatrique, mais cela nécessite une bonne préparation. Il faut à la fois comprendre sa maladie, avec la nécessité de déculpabiliser les patients. Il y a certains déterminants de l'obésité qui sont très précoces, les rebonds d'adiposité précoce, le rôle des régimes qui des fois sont prescrits avec l'effet yo-yo. Ah, ça, les effets yo-yo, on en parle souvent, bien sûr. Ouais. Le rythme ou les accidents de vie. Et puis il faut également comprendre le traitement qui est chirurgical, mais pas que. En fait, il y a aussi des contraintes secondaires à l'intervention, alimentaire avec les interdits. Interdiction des boissons gazeuses, des anti-inflammatoires, mais il faut aussi comprendre l'intérêt de l'activité physique et du soutien psychologique. Ouais. Effectivement, on va en parler justement de la diététique. On a Johanna qui est avec nous. Johanna, comment ça va ? Ça va. Johanna me disait, je suis un petit peu stressée, c'est ma première télé. Eh bien, bienvenue Johanna, bienvenue. Quels sont les impératifs alimentaires à travailler avec le patient en amont ? Alors déjà, on va partir du patient et de ses représentations en fait pour l'accompagner au mieux sans culpabilité. Ça, c'est très important. Après, bien sûr, on va travailler sur les sensations digestives, sur les troubles du comportement alimentaire, les grignotages, les compulsions. Et puis, bien sûr, on va restructurer les repas et rééquilibrer l'alimentation. Alors, et post-opératoire, alors comment ça se passe, Dr Actas ? Donc en post-opératoire, le patient est vu dans les 15 jours à un mois après l'intervention par le chirurgien, puis par l'équipe pluridisciplinaire. Il y a également la possibilité d'un suivi téléphonique par les infirmières de réhabilitation améliorée par la chirurgie. Et du coup, il est vu au sein de l'équipe pluridisciplinaire avec diététicienne, infirmière coordinatrice, kiné et psychologue. Alors, Johanna, quels sont les points importants de la préparation alimentaire à surveiller, mais en aval ? C'est bien de faire un petit rappel aussi. Ouais, donc en aval, on va plutôt veiller à ce qu'il y ait une bonne hydratation, à ce que l'apport en protéines soit suffisant, que l'équilibre alimentaire soit présent, que le fractionnement il soit bien mis en place. Après, l'avantage aussi avec l'HDJ, c'est qu'on va pouvoir prendre en charge des difficultés qui sont spécifiques aux patients. Donc par exemple des aversions particulières, des compulsions alimentaires ou d'éventuelles difficultés de réalimentation. Alors la première année, on le rappelle aussi quand même que le patient doit être revu tous les 3 mois. Oui. C'est ça, en fait, tous les 3 mois, le patient doit être revu la première année et après, il est vu de façon plus espacée la deuxième année. Avant chaque examen clinique, il doit également réaliser une surveillance biologique. Le but de ce suivi est à la fois de rechercher des complications, et réorienter si besoin, donc reflux, carence nutritionnelle ou troubles digestifs, mais aussi de les séquelles cutanées, les dépressions pour certains patients, et de rappeler l'importance du suivi qui est biologique, mais également morphologique avec des examens complémentaires, fibroscopie notamment. Le suivi est à maintenir à vie. Le succès de la chirurgie repose à la fois sur la régularité du suivi, l'observance des supplémentations en micronutriments et l'adhésion du patient aux changements comportementaux, activité physique, alimentation, gestion des émotions. La prise en compte de la dimension psychologique est essentielle au vu du risque anxio-dépressif et des transferts d'addiction. Alors, et on va quand même rappeler, puisque vous parlez de suivi post-opératoire, il peut se faire à la clinique Bretéché, donc s'organiser en hôpital de jour pendant 2 ans. Et ça, c'est quand même intéressant aussi de le rappeler. Anne-Gaëlle, le docteur Actas vient de l'évoquer avec Johanna. Cette chirurgie tient sur 3 piliers. Vous allez nous les rappeler, vous allez nous faire une belle métaphore avec. Oui, c'est ça. C'est vrai que souvent en consultation, moi je propose l'image du tabouret. Imaginez un plateau avec 3 pieds.
Et ces 3 pieds, ça va être l'équilibre alimentaire, donc tout le travail qui est fait avec les diététiciennes et nutritionnistes. L'activité physique en second lieu, en second pied, qui est fait donc avec un coach APA, un médecin du sport, un kiné. Et puis le 3e pied, c'est la dimension psychologique avec un psychologue ou un psychiatre pour préparer la chirurgie, mais aussi pour assurer tout le suivi qui est absolument essentiel. Et tout ça, ça va soutenir, ça va renforcer le plateau qui est la chirurgie bariatrique. Oui. Le chirurgien est vraiment la personne qui va être le chef d'orchestre de ces 3 maillons, de ces 3 pieds qui peuvent illustrer le tabouret. Alors, en quoi sont-ils importants? Alors, ils sont absolument essentiels. Vous voyez bien quand on utilise cette image-là, on se rend tout de suite compte que s'il manque une des 3 dimensions, finalement, le plateau risque de tomber, risque d'être déséquilibré. Et en fait, c'est pas uniquement la diététique ou uniquement l'activité physique, c'est vraiment les 3 piliers ensemble, imbriqués les uns avec les autres, qui vont permettre de soutenir et de renforcer cette chirurgie, qui vont permettre d'optimiser la perte de poids, de faire que le patient lui va perdre un maximum de poids grâce à la chirurgie, mais surtout qui va stabiliser dans le temps. Très bien. C'est un marathon. C'est un marathon, effectivement, et vous allez nous faire nous expliquer en tout cas le suivi psychologique de manière un petit peu plus, on va dire, étayée, concrète tout à l'heure au cours de cette émission. Et vous nous direz pourquoi ce suivi est nécessaire et doit être maintenu à vie. Merci Dr Actas et Johanna Voisard d'avoir accepté notre invitation. Ça s'est bien passé, vous reviendrez, on compte sur vous Johanna, ainsi que vous Dr Actas. Vous serez toujours les bienvenus sur ce plateau. Nous vous retrouverons Anne-Gaëlle dans donc, la partie psychologie, activité physique et Dr Suo, vous allez rester avec moi puisque nous allons parler du suivi nutritionnel après la chirurgie. Et sont avec nous donc pour en parler le docteur Georges Spilopoulos, chirurgien bariatrique à la clinique Bretéché. Merci d'être avec nous, docteur. Le professeur Michel Krempf, endocrinologue, diabétologue et nutritionniste à la clinique Bretéché. Et nous retrouvons aussi Alexandre de Souza, diététicien, clinicien à Santé Atlantique. Il est juste à côté de nous puisque, et vous voyez, il y a une place manquante. Nous attendons le docteur Antoine Sina qui est chirurgien bariatrique à Santé Atlantique. Donc voilà, il pourra arriver en cours d'émission. N'hésitez pas donc à poser vos questions sur le chat. On les prendra à l'antenne. Pour ne rien vous cacher, je les reçois sur mon téléphone via WhatsApp. Donc allez-y, profitez-en. Le suivi nutritionnel après la chirurgie. Quelles conséquences sur l'absorption? Quel impact sur la vie quotidienne? Le professeur Michel Krempf et Alexandre de Souza, vous nous donnez des explications après le rappel des différents types de chirurgie avec nos spécialistes, nos chirurgiens bariatriques. Et on va commencer avec la sleeve, docteur Suo. C'est quoi comme intervention chirurgicale? Alors, la sleeve gastrectomie, c'est une de nos interventions en chirurgie de l'obésité. Elle fait partie de la catégorie des chirurgies de restriction. C'est une chirurgie qui va viser la réduction du volume de l'estomac. Elle va jouer sur la perte de poids et l'amélioration des comorbidités de l'obésité par deux mécanismes. Ça va être la restriction pure, c'est-à-dire la diminution du volume et une satiété précoce. En fait, on réduit le volume de l'estomac à peu près de 80%.
Et on va jouer aussi sur un mécanisme hormonal qui est en fait la diminution de la sécrétion d'une hormone qui est située dans la partie haute de l'estomac qu'on retire, qui s'appelle la gréline, qui va diminuer la sensation de faim. Alors on rappelle que c'est une opération irréversible. Tout à fait, puisqu'on enlève 80% de l'estomac. Et quels sont les critères d'éligibilité des patients? Alors, premièrement, l'éligibilité à une chirurgie de l'obésité de type sleeve gastrectomie, elles sont régies par la Haute Autorité de Santé et les recommandations scientifiques de la SOFCOM. Mais généralement, c'est plutôt des dossiers qui sont discutés au cas par cas en réunion de concertation pluridisciplinaire. La plupart du temps, ce sont des patients avec des IMC qui sont relativement peu élevés, donc on est en dessous de 45 d'IMC, avec des âges qui sont plutôt les âges extrêmes de la vie. Et généralement, on réserve cette chirurgie aux gens qui n'ont pas de reflux gastro-œsophagien clinique ou radiologique sur les examens complémentaires, également qui n'ont pas de hernie hiatale majeure d'une taille de plus de 4 cm. Très bien. Pourquoi la faire alors? Parce qu'on a montré en fait historiquement que cette chirurgie, la sleeve gastrectomie, c'était le premier temps d'un gastric bypass dans les années 2000 et sur les patients qui étaient en situation de méga-obésité au-dessus de 70 IMC. Et en fait, on s'est rendu compte que les premiers résultats sur la perte pondérale et les effets sur les complications de l'obésité avaient de très bons résultats. Donc elle s'est démocratisée. Aujourd'hui, c'est l'intervention qui est la plus pratiquée en France dans les centres de chirurgie de l'obésité. D'accord. À peu près 60%. Elle a de très bons résultats sur la perte pondérale, avec des pertes d'excès de poids à 5 ans de presque 70%. Et des très bons résultats aussi sur les comorbidités, avec des améliorations sur le plan métabolique, des rémissions de diabète à presque 60% dans certaines séries, des améliorations du syndrome d'apnée du sommeil et une amélioration sur les douleurs résto-articulaires. Également des sevrages d'appareillage pour les apnées du sommeil. J'ai une question sur le chat. Combien de temps faut-il pour atteindre la perte de poids maximale avec ces techniques? Alors, habituellement, la perte de poids maximale, elle s'atteint en 18 à 24 mois. On atteint le summum de sa perte de poids vers cette période et on arrive à la stabiliser dans le temps si on suit bien les règles mises en place avant l'intervention. On va saluer le docteur Sina qui va s'installer. Bonsoir docteur Sina, installez-vous. On était actuellement sur la sleeve. Vous nous parlerez dans un instant du bypass. J'aimerais qu'on revienne sur la sleeve avec la technique. Comment ça se passe techniquement, docteur Sio? Alors techniquement, c'est une intervention qui se déroule sous anesthésie générale par voie cœlioscopique. La technique, ça se passe en fait, c'est qu'il va falloir calibrer l'estomac en fait en enlevant 80% de l'estomac par un système d'agrafage mécanique. C'est une voie mini-invasive et en fait on calibre l'estomac sur un tube qui est placé par nos confrères anesthésistes dans la cavité gastrique. Très bien. Professeur Krempf, quelles conséquences sur l'absorption après une sleeve? Avant de parler de l'absorption, on va peut-être parler de la restriction. D'accord, très bien. Ça va être le point le plus important de cette chirurgie, puisque l'estomac, on l'a transformé, vous avez une poche, on l'a transformé en tube. C'est plus du tout la même chose. Et pour le patient, ça a une grande signification, et pour nous aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer des gros morceaux, si je puis dire, dans quelque chose qui est tout petit, parce que ça va boucher. Et donc, l'importance pour nous, c'est de dire avoir des bonnes dents, donc voir le dentiste en amont, et mâcher suffisamment, de façon à ce qu'il arrive quelque chose qui soit petit et liquide et qui passe parfaitement bien. Donc ça, la première conséquence de cette restriction, c'est cela. Le deuxième point, ça a été dit, c'est qu'on perd l'appétit. C'est-à-dire que cette fameuse hormone dont on a parlé qui stimule l'appétit, eh bien effectivement, elle diminue et on a beaucoup moins faim. Et la conséquence de ça, eh bien, c'est qu'on va beaucoup moins manger, c'est ce qu'on veut, et on va maigrir. Mais je dirais, surtout au début, la prise alimentaire, elle est extrêmement diminuée. Et donc, tout le problème qu'on va avoir, c'est d'éviter les carences. Et en particulier au départ, l'organisme a une capacité à ce que, je dirais, s'auto-gérer de telle façon que quand on n'a pas assez d'énergie, quand on n'a pas assez à manger, eh bien, il détruit, entre guillemets, pour donner de l'énergie, certains organes, comme les muscles, par exemple. Donc, là où sont les protéines. Et pour éviter ça, il faut manger des protéines. Et donc, on insiste beaucoup auprès du patient pour dire, vos repas, il doit y avoir des protéines. C'est quoi les protéines? C'est la viande, le poisson, les œufs, la charcuterie, le fromage, par exemple. Donc, tout ça, ça apporte des protéines. Et donc, il va falloir les apporter d'une façon ou d'une autre. Comme l'appétit est très diminué, eh bien, on va faire ce qu'on appelle le fractionnement. C'est-à-dire, on va leur demander de manger ces protéines, non pas 3 fois par jour, mais plusieurs fois par jour. C'est comme ça qu'on va pouvoir apporter des protéines en quantité suffisante et éviter justement cette dégradation trop importante de certains tissus et bien sûr vider les réserves lipidiques puisque c'est ce qu'on veut. La troisième conséquence, puisqu'on mange peu, eh bien, c'est qu'on a peu d'apport, en particulier de vitamines.
ou de certains minéraux et qu'il va falloir, du moins pour la sleeve, dans la phase d'amaigrissement maximum, les apporter. Donc, on demande aux patients systématiquement de prendre des suppléments en vitamines et minéraux de manière régulière. D'accord. Et il y a une question sur le chat justement, la prise de vitamines est-elle à maintenir à vie? Alors, c'est un vrai débat. Hein. Aujourd'hui, ce que l'on dit, du moins dans les recommandations de traitement actuelles, c'est que durant toute la phase d'amaigrissement pour la sleeve, il faut apporter des vitamines et minéraux. Après, une fois qu'on est dans une phase de stabilisation, ça peut être discuté pour la sleeve. D'accord. Pour le bypass, c'est une autre histoire. Ok, bah on y viendra pour le bypass après la présentation du Dr Sina. Et j'ai une question pour terminer sur la sleeve pour le Dr Sio. Sleeve ou gastroplastie, quelle différence? Sleeve ou gastroplastie les gastroplasties, c'était les anciennes techniques en fait, qu'on calibrait en fait. C'est des techniques qui sont plutôt mis de côté maintenant. On parle de les gastroplasties avec l'anneau ajustable. C'est surtout ça, je pense, que la patiente voulait poser comme question. C'est vrai que c'était une technique qui était démocratisée, mais qui est en train d'être abandonnée et laissée pour des indications au cas par cas pour des patients qui ne veulent pas de chirurgie type irréversible ou pas de supplémentation à vie comme les gastric bypass. Très bien, merci pour votre réponse. Docteur Sina, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bon, tout va bien? Désolé pour le retard. Non, mais aucun souci, voilà. Vous êtes tout excusé, il n'y a pas de problème. Alors donc, on vient de parler de la sleeve. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le bypass? Alors voilà, à l'instar d'une sleeve, le bypass gastrique consiste à mixer à la restriction, à rajouter à la restriction une malabsorption. Alors ça consiste tout d'abord à conserver une petite partie gastrique proximale et dériver une grande partie de l'estomac et du tube digestif haut, en particulier le duodénum et les premières anses. Et on va comprendre, on va voir pourquoi. Et sur cette petite poche, pour établir la continuité et le conduit alimentaire, on voit très bien sur le schéma l'assimilation des aliments et la continuité qui se fait entre cette petite poche sur laquelle on va raccorder donc l'intestin. Alors, à l'instar d'une sleeve, il s'agit d'une technique mixte, donc restrictive tout d'abord, voilà, et hormonale, par la sensation de satiété précoce, et à laquelle on va rajouter de la malabsorption en dérivant donc cette grande partie du tube digestif. Et comme on voit sur ce schéma-là, c'est là où l'absorption des nutriments se font, en particulier au niveau des premières anses du duodénum. On a le fer, on a le calcium, on a le magnésium, et puis on a des oligo-éléments, et au niveau des jejunums également, on a des acides aminés et tout ça, ce qui fait que les aliments vont court-circuiter toute cette partie-là, ce qui fait qu'avec la malabsorption plus la restriction, on a l'effet attendu sur le plan de la perte pondérale. D'accord. Voilà. Donc l'intérêt de substituer à vie, là en l'occurrence, par les vitamines, en raison de cette dérivation biliopancréatique, contrairement à la sleeve où le manchon il est là, le tube digestif, le circuit il est en place, et la continuité digestive se fait d'une façon anatomique. Voilà. Alors vous parlez de malabsorption et à la restriction. Alors dans quel cas faut-il associer justement cette malabsorption à la restriction pour justement traiter les maladies métaboliques? Alors, j'ai envie de dire, peut-on faire bien du premier coup avec l'intervention magique? On essaie d'adapter, à vrai dire, à la carte. Personnellement, le bypass gastrique, qui, je rappelle quand même, c'est un gold standard de la chirurgie bariatrique, puisque la première intervention de chirurgie bariatrique a été faite sous forme d'un bypass gastrique, c'était à la fin des années 60, donc on a quand même un recul de plus de 50 ans sur cette technique-là, alors que la sleeve depuis 20 ans. À l'époque, bien sûr, c'était fait à ciel ouvert, donc ce qu'on appelle par l'apparatomie. Alors, on peut faire un bypass pratiquement pour tout le monde. Alors, il y a certaines indications particulièrement... mais justement, quelles sont les meilleures indications? Les meilleures indications, ce sont les patients qui souffrent d'un reflux gastro-œsophagien et les gens qui sont, par exemple, diabétiques. Parce qu'on sait très bien que le diabète, il se met en rémission dans pratiquement 85%, dans certaines séries, 85% de rémission de diabète après le gastric bypass. D'accord? Est-ce qu'on peut maintenant faire un bypass à tout le monde? La réponse est claire, c'est non, parce qu'il y a des gens qui sont par exemple multi-opérés au niveau donc, de l'abdomen, qui ont eu des résections digestives et tout ça. Et il faut comprendre quand même par cette technique-là qu'on va devoir prendre l'intestin
et le remonter jusqu'à cette petite poche gastrique. Et du coup, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'adhérence. Parce que dès qu'il y a des adhérences, on ne peut plus remonter facilement. Donc, il y a une question technique, une limite technique. Par exemple, le patient par exemple, qui a un diabète et un reflux gastro-œsophagien et qui a été multi-opéré, chez qui on peut-être il y a une bonne indication à faire le bypass, on va peut-être songer en l'occurrence, malgré le reflux et le diabète, à faire par exemple une sleeve gastrectomie. D'accord. Voilà. Donc parfois, bon, on peut modifier la technique sur le terrain. Donc voilà, on tente toujours quand même, parfois on n'arrive pas, mais la plupart du temps, le bypass gastrique est une technique qui reste une technique de référence aujourd'hui en termes de chirurgie de l'obésité. Et quelles sont les contre-indications alors, justement de cette technique? Je viens de dire que les contre-indications, c'est pratiquement un patient, par exemple, multi-opéré. D'accord, ok. Ma question, c'est est-ce qu'il y en avait d'autres encore, mis à part le fait que ce patient soit multi-opéré? Je ne sais pas, je posais la question. Le comportement alimentaire, j'ai envie de dire, il est adapté. Enfin, tout trouble du comportement alimentaire peut être réglé autant par la sleeve que par le bypass. Alors, il faut savoir aussi qu'une bonne indication pour le bypass, c'est les gens qui ont une tendance un petit peu plus aux besoins sucrés. Hein, c'est ça. Bien sûr, vous avez raison. Ça c'est important. Ça peut nous pencher plus vers cette technique plutôt qu'une technique purement restrictive et hormonale, comme la sleeve. Mais j'ai envie de dire, en dehors de cette vraiment contre-indication d'ordre technique, où on est limité à faire cette procédure, il n'y a pas d'indication. Il faut savoir que la sleeve existe depuis 2000, et jusque-là, c'était que des bypass ou des gastroplasties de type Mason-McLean et autres. Donc c'était toujours une technique mal absorptive, en plus de la restriction. C'est noté. Alors, professeur Krempf, par rapport à ce que vient d'expliquer le docteur Sina, quelles conséquences justement sur l'absorption après un bypass, quel traitement vous préconisez? On parlait de vitamines tout à l'heure. Il a déjà tout dit. Hein, si je... Vous avez corroboré. Alors, c'est surtout le point, effectivement, on retrouve quand même la composante restrictive. Hein. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit sur il faut mâcher, il faut prendre son temps pour manger, il faut avoir des bonnes dents, tout ça reste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément extrêmement important, c'est qu'il y a une malabsorption, effectivement, qui est là et qui est présente et qu'il va falloir absolument compenser, notamment sur le plan vitaminique. On est aussi confronté à un plus grand risque de se retrouver confronté donc à une malabsorption aussi des nutriments, hein, et en particulier une nouvelle fois des protéines, hein, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'au début, juste après l'intervention, c'est vraiment notre point clé sur lequel on sera vraiment extrêmement, je dirais, vigilant. L'autre point, ce sont les vitamines, et vous avez compris que l'absorption, elle se fait là, essentiellement, dans cette partie qu'on va essentiellement court-circuité. Et donc, on va être très vigilant sur l'apport de vitamines, on va devoir les suivre. Et le problème des carences vitaminiques, c'est que ça ne prévient pas quand le problème arrive. C'est-à-dire, on n'a pas des petits signes qui nous feraient penser que, etc. Quand on est carencé, et quand la pathologie arrive, eh bien, elle est là très rapidement et elle peut être très grave. En particulier des problèmes neurologiques qui peuvent être marqués à vie. Donc, il est absolument essentiel de suivre le statut vitaminique avec des prises de sang régulières, comme cela a été dit tout à l'heure, c'est un élément essentiel. Et puis va se rajouter, pour le court-circuit gastrique, eh bien, la vigilance vis-à-vis de certaines vitamines qu'on va apporter en plus, comparé à la sleeve, eh bien, c'est en particulier la vitamine B12. La vitamine B12 nécessite, pour être absorbée, un facteur particulier qui se trouve dans l'estomac. Et vous avez vu que pour le bypass, il ne reste plus beaucoup d'estomac. Et donc ce facteur disparaît, et donc il va falloir qu'on en apporte de manière à peu près systématique. On va retrouver les autres vitamines qu'on a citées tout à l'heure, ou évoquées tout à l'heure pour la gastrectomie longitudinale, hein, la sleeve. Le point important, c'est que cette malabsorption va persister tout le temps. Et donc là, on ne parlera pas d'arrêt. C'est un traitement qu'on va prendre de manière continue, très prolongée. Ça, c'est important de le préciser. Essentiel. Essentiel. Alors, j'ai des questions sur le chat. Après, je donnerai la parole à Alexandre, notre diététicien. Très rapidement, pour Dr Sio et Dr Sina, y a-t-il plus de douleur lors d'un bypass que par la sleeve? Non,
par expérience, c'est vrai que les chirurgies ne se font pas vacilloscopie, que ce soit un bypass ou en sleeve gastrectomie. Ce qui peut entraîner douleur, ça peut être le placement des trocars. Il y en a de 5 à 6 selon... les placements des trocars, c'est les pores qu'on met à travers la paroi abdominale pour intervenir en voie mini-invasive. Et en fait, tout dépend du placement. Il peut y avoir des petites douleurs abdominales musculaires, mais généralement, c'est assez bien toléré. Et ça s'estompe assez vite avec les antalgiques. J'en rajouterai à cela qu'aujourd'hui, la technique a été bien codifiée et bien avancée aussi, en termes aussi d'anesthésie, aussi bien d'anesthésie que de chirurgie, que de technique en soi. Donc on parle de la célioscopie, la technique mini-invasive, effectivement, alors qu'à l'époque c'était fait à ciel ouvert, donc c'était beaucoup plus douloureux. On essaye d'insuffler, ça veut dire de gonfler l'abdomen avec un bas débit pour effectivement... avoir moins de douleur au niveau des épaules et au niveau particulièrement. Et puis, ce qui nous a permis aujourd'hui de faire cette chirurgie en ambulatoire, par exemple. Moi, j'ai remarqué, pour ce qui concerne le confort intestinal, le confort digestif, j'ai remarqué quand même qu'après, les gens qui ont un bypass gastrique, ils ont, dans les jours qui suivent l'opération, ils ont un meilleur confort alimentaire et digestif que les gens slivés. Tout simplement lié à la forte restriction liée à la sleeve. Ça, je l'ai noté dans la première semaine principalement, les 5 premiers jours. Donc, quand je passe le soir avant de faire sortir le patient, par exemple, et je vois quelqu'un qui a une sleeve et quelqu'un qui a un bypass, je vois vraiment les gens qui ont un bypass, ils ont beaucoup plus facilement une reprise alimentaire, beaucoup plus vite et plus facile que la sleeve. Voilà. Quels sont les symptômes des complications s'il y a après l'intervention en quelques mots? Souvent, les facteurs alarmants qu'il faut retenir, ça va être la fièvre et la tachycardie qui peut être vue par les infirmières au lit du patient. C'est vraiment le signe, nous, d'alerte qui va nous porter à faire des examens complémentaires ou à devoir organiser une intervention de reprise. Alors moi je comprends les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et qui posent ces deux questions, hein. C'est normal, elles sont complètement légitimes et merci à ces personnes de nous avoir posées. Alors la perte de poids, hein, qu'elle soit médicale ou chirurgicale, est influencée par l'alimentation et l'activité physique. Alors Alexandre de Souza est avec nous. Bonsoir Alexandre, vous êtes donc diététicien clinicien à Santé Atlantique. Alors j'aimerais que l'on ait le point de vue votre point de vue sur les impacts de ces deux chirurgies au quotidien. Quelles sont vos préconisations juste après ces interventions? Les préconisations sont très simples. On part du fait qu'on a un petit estomac, donc on ne peut pas manger beaucoup, qu'il a été opéré, et donc il faut se réalimenter progressivement. Souvent, moi, je compare ça à l'alimentation des bébés, sauf que ça va aller beaucoup plus vite, hein, et c'est sans comparaison. L'estomac est plus petit. Les premiers jours, c'est une alimentation qui est liquide. Hein. Après, elle devient mixée, moulinée, mixée en petits morceaux, toujours des aliments qui sont cuits parce que c'est plus digeste, c'est plus mou. Et cette réalimentation, elle s'étale à peu près sur 5 semaines, 6 semaines en fonction des patients. Le but, c'est de bien penser à mastiquer. L'alimentation n'est pas très différente pour un patient opéré que pour le reste de sa famille. Très rapidement, c'est une alimentation qui se normalise. Et dès qu'on arrive à des aliments variés, c'est-à-dire passer les 2-3 premières semaines, où on est quand même au liquide, à la purée, on mange la même chose que les autres membres de la famille. Alors, sur la base, bien sûr, il faut bien le notifier, je dis la même chose si tout le monde mange bien équilibré. Hein, soyons clairs, s'il y avait un McDo de prévu en 3e semaine, il ne faut pas y compter. On part quand même sur une alimentation équilibrée. Donc, c'est quoi une alimentation équilibrée? C'est des protéines, donc de la viande, du poisson, de l'œuf, donc des textures souples quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a une opération. C'est des légumes, c'est des féculents, des laitages. Comme les quantités sont plus petites, on ne peut pas faire un repas comme d'habitude, comme tout le monde, entrée, plat, dessert. Non, ça c'était avant, il faut fractionner l'alimentation. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est déjà largement préparé avec les patients en amont de la chirurgie. On les habitue déjà à faire ça, on les prépare. Alors, il y a une question sur le chat, Alexandre, qui est très intéressante. Comment gérer les moments festifs? Est-ce que vous avez une indication à nous donner? Oui, les moments festifs, c'est vraiment des moments qui vont devenir beaucoup plus gourmets qu'avant. Souvent, festif, on boit beaucoup, on mange beaucoup, on se resserre, c'est riche, c'est gras, c'est repas de Noël, de fête, d'anniversaire, de mariage, tout ça. Bon, là, on va pouvoir participer à tout ça. Alors, pas les premières semaines, hein, soyons clairs, c'est pas possible. Mais au bout de quelques mois, oui, l'alimentation, elle devient normale. D'accord. Mais les quantités sont plus petites. L'estomac est plus petit, les quantités sont plus petites. Donc le dessert, on n'aura pas un éclair au chocolat, une religieuse.
on aura une mignardise. Alors, y a-t-il des aliments interdits ou à éviter post-op? Alors, il y a peu d'aliments interdits. La liste est courte. Tout ce qui est alimentation, on a dit on mange comme tout le monde, ça c'est pas un problème. Par contre, on ne veut pas voir de boissons pétillantes, que ce soit de l'eau, du cidre, de la bière ou même un Doliprane effervescent dans l'alimentation des patients parce que ça provoque une dilatation de la poche gastrique. Et justement, si on a fait une petite poche gastrique en chirurgie, c'est pas pour la dilater avec des mauvaises habitudes alimentaires. Donc là-dessus, il faut être très strict, pas de pétillant. Sinon, le reste de l'alimentation, c'est une alimentation de gourmet. Il n'y a pas d'interdit. On peut manger du sucré, du salé, mais il n'y a plus d'abus. Alors, mais est-ce qu'il y a une bonne conduite à avoir? Bien sûr, il y a plusieurs bonnes conduites. Déjà, c'est ce qui est préparé avant la chirurgie. Apprendre à avoir une bonne conduite, une alimentation équilibrée, bien choisir ses aliments. Il y a des besoins aussi, on n'a plus tout à fait les mêmes besoins qu'avant et on ne peut pas faire les mêmes apports qu'avant. Et il y a un besoin de protéines qui est important après les chirurgies. Pendant les 2 premières années, quasiment, il est très important. Il est difficile de manger un gros steak, une côte de bœuf, ce qui était peut-être possible avant. Donc il faut toujours apporter de la protéine au repas, c'est capital. Il faut prendre le temps de manger. Le secret de la réussite, c'est la mastication. Si on commence dès le début à mastiquer, dès la première semaine, même avec du yaourt, de la compote, on va garder cette habitude et ça va éviter d'avoir des quantités qui vont augmenter, de reprendre ces mauvaises habitudes, d'avaler vite et de retrouver ces anciens démons. Et on le disait, Alexandre, lors du premier live, c'est beaucoup de pédagogie avec le patient. Bien sûr, toujours beaucoup de pédagogie. Merci Alexandre. Professeur Krempf, rapidement. Une petite remarque, en particulier pour le bypass. On n'a pas parlé d'alcool. Je pense qu'il faut l'évoquer, parce que bon, on ne dit pas que c'est interdit absolument, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est absorbé beaucoup plus vite. Et donc, en résumé, on est beaucoup plus vite à un seuil d'accord, ok, j'ai bien compris. Le taux d'alcoolisation va être beaucoup plus vite, Très bien. Pour une même quantité. Ouais. Et deuxièmement, la dépendance peut être là beaucoup plus vite aussi. Donc, c'est un point sur lequel il faut alerter les patients, se leur dire, attention, l'alcool, c'est plus comme avant. Très bien. Et justement, oui, docteur Sina. Juste deux petits mots. À cela, je rajouterais que les gens bypassés, les gens qui ont un bypass, ils ont du mal à ingester la matière grasse. Ça, c'est noté. C'est très curieux. Et le sucre rapide. On sait très bien que ce sont les troubles alimentaires, entre autres, c'est les troubles du comportement, c'est un apport important en aliments riches, en index glycidique. Et ça, on l'a noté quand même que les gens qui ont un bypass, ils tolèrent moins bien le sucre et tous ces besoins sucrés dont ils étaient dépendants. Et une dernière chose, il y a le fait de dumping syndrome dont on n'en a pas parlé, qui est, entre guillemets, en soi, n'est pas une complication liée au bypass, mais j'ai envie de dire, c'est un effet protecteur, puisque les gens, à force de faire, par exemple, quelqu'un qui fait un dumping syndrome qui arrive dans 15% à peu près en moyenne, ils ont du mal à avaler le sucre, et donc c'est par crainte et par appréhension. D'accord. Donc ils évitent. Mais merci pour cette précision. Dernière question, et après je donne la parole au docteur Spiliopoulos, elle sera pour Alexandre. Il y a quelqu'un qui s'inquiète sur le chat concernant le pétillant. Est-ce que c'est à vie le pétillant ? Oui, c'est à vie le pétillant. Il faut arrêter le pétillant. On demande aux patients de le faire avant l'opération pour s'habituer, pour se sevrer finalement. Et c'est définitif, sinon la poche gastrique va gonfler, et donc c'est dommage. Merci Alexandre. Alors si les résultats attendus en termes de perte de poids d'une des 2 techniques que vous appelez chirurgie à efficacité réduite, comment ça se passe? Que fait-on, docteur Spiliopoulos? On a plusieurs moyens pour corriger cette perte pondérale insuffisante. C'est la chirurgie de révision. C'est la chirurgie de révision, c'est ce qu'on appelle en anglais le redo, c'est-à-dire le refaire. Et en fait, c'est une approche assez complexe parce qu'il faut évaluer très bien le patient, il faut identifier les raisons pour lesquelles la chirurgie préalable n'a pas fonctionné et proposer une solution chirurgicale qui est adaptée à la fois au patient et corriger en fait
tout ce que n'a pas été très fonctionnel lors de la première intervention. D'accord, c'est une prise en charge globale. Hein. C'est une prise en charge absolument globale parce que tout d'abord, il faut éliminer les troubles du comportement alimentaire. Il n'y a pas de chirurgie de révision chez un patient qui présente des troubles du comportement alimentaire. Il faut évaluer très bien son habitus nutritionnel et alimentaire parce que, en général, les réinterventions nécessitent une coopération du patient qui est bien plus importante que le premier geste chirurgical. D'accord. Pourquoi il y a des reprises, au final, pour que je comprenne bien, si vous deviez synthétiser? Oui. Je vous donne un exemple. Ouais, j'aimerais bien. Vous voyez un patient qui a eu une sleeve il y a 5 ou 6 ou 7 ans. Et là, d'un coup, il se présente en consultation en disant, ben voilà, moi j'ai perdu 50 kg de mon excès pondéral. On l'appelle le nadir pondéral, c'est-à-dire le point le plus bas de son poids. Et là, maintenant, je n'ai repris 30. Voilà, on interroge le patient et on demande l'avis du spécialiste en nutrition pour nous dire si le patient fait quelque chose sur le plan alimentaire qui n'est pas orthodoxe. D'accord. Okay. C'est-à-dire, est-ce qu'il consomme davantage de sucre? Du sucre, voilà. Est-ce que c'est ce dont tu as parlé, Dr Sina. Oui. Est-ce qu'il continue à fractionner 3 ans après son intervention? Donc, les apports sont beaucoup plus importants, bien évidemment. Est-ce qu'il a adopté un style de vie sain? Et donc, si tout cela est rassurant, eh bien, on passe à l'exploration de son montage chirurgical. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? En général, c'est des sleeves larges. C'est des sleeves larges. C'est-à-dire? C'est des sleeves qui dépassent largement la seuil d'efficacité. C'est-à-dire, le patient n'a plus de restrictions. Par conséquent, il n'a pas de limitation, il peut manger autant qu'il veut. Il y a une question sur le chat et quelqu'un sur le chat qui pose la question, est-ce que c'est dangereux, les reprises? Les reprises? Ah non. Est-ce que c'est une opération dangereuse? Non. Même si le risque zéro n'existe pas, on est bien d'accord. C'est pas dangereux, ça demande une expérience et une dextérité chirurgicale quand même remarquable. Et bien évidemment, dans un centre de chirurgie bariatrique, est une condition sine qua non pour proposer une solution. C'est-à-dire, on ne peut pas choisir nos patients. C'est-à-dire, on peut ou on doit proposer une solution à tous les patients qui arrivent au centre. Pas plus tard que hier, j'ai vu un patient en fait atteint d'un reflux gastro-œsophagien pathologique. Qu'en fait, pour pallier à sa gêne continue, il était en train de grignoter tout le temps. Et cela s'est traduit avec une prise pondérale. Donc il est évident que si on ne corrige pas le reflux gastro-œsophagien, le patient ne pourra pas guérir, il ne peut pas perdre du poids, et ainsi de suite. Mais la reprise chirurgicale concerne la sleeve, concerne également le bypass, parce qu'on a vu qu'au bout de 10 ans, il y a une reprise pondérale quand même qui s'approche aux 30% en cas des bypass gastriques. Et eh bien, on sait bien que quand, pendant un bypass, on perd le facteur restrictif, le patient reprend du poids. Parce que, moi je l'appelle hypoabsorption, l'hypoabsorption participe à la perte pondérale pendant un bypass à un pourcentage qui ne dépasse pas le 15%. Et cela au début de l'expérience, au début de l'opération, au début de la période post-opératoire. Donc, ce n'est pas la hypoabsorption qui fait perdre vraiment du poids pendant le bypass, mais c'est le jeu hormonal et la restriction. Donc, si tout cela ne marche pas, il faut faire en sorte que la situation anatomique ou le montage chirurgical soit correct. Est-ce que ce type de chirurgie est aussi efficace sur la perte de poids que les autres chirurgies? Si vous changez d'une à l'autre, en fait, est-ce que on peut espérer avoir une perte de poids optimale?
C'est le but, hein. Ah oui, oui, c'est le Bien but. sûr. C'est le but. Alors, dans un premier temps, quand on avait une sleeve large, on proposait une rush sleeve. C'est-à-dire, on coupait l'excédent de ce tube gastrique. Là, on sait que ça ne marche pas vraiment très très bien. Et donc, on propose à nos patients d'autres solutions chirurgicales qui sont bien plus efficaces qu'une rush sleeve. Alors, il nous reste 4 minutes et on est en retard déjà de 10 minutes. Alors, je préfère prévenir les personnes qui nous regardent parce que c'est vrai que c'est très très intéressant et on va parler après dans un second temps de la chirurgie reconstructive. On va parler des futures grossesses, donc restez bien avec nous. Mais il y a une chirurgie que nous n'avions pas abordée au mois de mars lors du premier live. C'est la chirurgie métabolique que vous qualifiez de magique. En quoi est-elle magique? C'est magique en termes de rapidité de la mise en rémission des maladies métaboliques et notamment du diabète de type 2. C'est une chirurgie qui existe depuis longtemps. C'est une chirurgie qui reprend les pas de la chirurgie bariatrique. En quoi ça diffère de la chirurgie bariatrique? C'est très simple. En chirurgie métabolique, la perte pondérale, la perte pondérale précède la guérison ou la rémission du diabète précède la perte pondérale. C'est tout le contraire des autres approches techniques. D'accord. Donc, après beaucoup de réflexions, on s'est aperçu que finalement, le problème du diabète de type 2, ce n'est pas vraiment un problème exclusif du pancréas, mais ça concerne le foie, ça concerne le muscle, et surtout, ça concerne le profil hormonal de l'intestin grêle. Et donc, tout en reprenant le montage avec des mesurations différentes d'une chirurgie bariatrique classique, soit disons un bypass, et en jouant, entre guillemets, sur la longueur des anses, on arrive à déclencher des effets hormonaux qui ont comme départ l'intestin grêle, qui mettent le diabète en rémission presque avant la sortie du patient de l'hôpital. Ah d'accord, c'est en ça que c'est magique, effectivement. C'est magique parce que le patient arrive avec un diabète difficile à régler, avec sa pompe à insuline, etc. Et donc, on l'opère. Et 2 jours plus tard, l'infirmière appelle en disant qu'est-ce que je fais de son insuline parce qu'il n'en a plus besoin. Alors, voilà. Et là, c'est une diapositive assez parlante. En première position, il y a l'anneau gastrique, en fait, qui n'a aucun effet métabolique. Le bypass gastrique classique, avec des mesurations relativement courtes, des branches de l'Y qui est efficace, qui marche relativement rapidement, mais dans 84% des cas. Et après, il y a les dérivations bilio-pancréatiques, en fait, où là, il y a vraiment très peu de patients diabétiques qui échappent à la rémission de leur diabète. Quelles sont les indications? Les indications sont le diabète de type 2 difficile à régler. Ok. En France, il est requis un IMC au-delà de 35. Donc on ne peut pas opérer, alors que dans d'autres pays, on peut opérer des gens avec un IMC moindre, qui est diabétique, de type 2. Okay. Mais en France, il faut un IMC minimum à 35. À 35 minimum. Et après, un diabète difficile à régler, en général, insulino-récurrent. Oui, professeur Krempf. Je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Et je pense que tout patient diabétique qui a un IMC diabétique de type 2, oui, j'entends bien, qui a un IMC supérieur à 35, doit être informé. De cette chirurgie-là. De cette chirurgie et de la rémission. Parce que 80-90% de rémission. Ah, c'est dingue. C'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Donc, effectivement, et on le constate tout le temps. Tout le temps. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. Les patients éligibles doivent être informés. Après, bon, ils acceptent ou ils refusent, mais il faut qu'ils sachent qu'il y a cette possibilité de guérison possible. Est-ce qu'il y a des contraintes
Rémission, excusez-moi. Oui. De rémission. Oui, bien sûr, il y a des contraintes. Comme dans toute chirurgie, les contraintes concernent le suivi qui doit être absolument régulier et à très long terme. La supplémentation, je reprends le discours du professeur Krempf de tout à l'heure. Donc, les patients qui bénéficient d'un traitement de ce type, bon, il faut les suivre, il faut les supplémenter à vie. Et après, c'est des opérations, c'est des interventions qui ne tolèrent pas l'abus alimentaire. Parce que si le patient ne suit pas les consignes alimentaires, va faire des diarrhées. Et en fait, le sucre doit être fortement diminué. On imagine, oui, bien sûr. Ouais. Dans le cas de ces opérations. Et dernière question, en quoi c'est avantageux alors pour le patient? Pardon? En quoi c'est avantageux pour le patient? C'est avantageux parce qu'il traite sa maladie métabolique et en général, cette maladie métabolique est traitée à vie et en rémission à vie. Et deuxièmement, ils peuvent perdre plus de poids qu'avec une chirurgie bariatrique conventionnelle. Très bien. Donc, cette chirurgie est réservée davantage aux patients diabétiques et aux patients très obèses. Donc, si on a un patient avec un IMC au-delà de 50, on peut aisément lui proposer ce type de chirurgie. Il en est de même pour les patients qui sont diabétiques de type 2. Juste un petit rebond là, sur le suivi qui est important, parce que là, les carences vitaminiques, puisque vous comprenez, on a des anses beaucoup plus longues, seront beaucoup plus importantes. Donc, les suivre, c'est extrêmement important. On a parlé de vitamine B12, bon, les vitamines D et O sont des grands classiques. Mais là, la vitamine A en particulier vient dans le jeu. Et donc, il faut absolument un suivi nutritionnel extrêmement précis. Et ça, c'est important d'être suivi par une équipe d'experts. Hein. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Merci en tout cas à tous les 5. Professeur Krempf, on vous retrouve tout à l'heure sur la partie obstétrique. La chirurgie bariatrique tient sur 3 piliers. On a vu le pilier suivi diététique. On va maintenant voir les 2 autres, le suivi psychologique et l'activité physique. Merci encore. Merci. Notre psychologue Anne-Gaëlle Corouble est avec nous. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Loïc Chimot. Bonsoir, docteur Chimot. Vous êtes médecin du sport à la clinique Bretéché. Et à vos côtés, on retrouve Manon Chiffolo qu'on avait déjà rencontré lors du premier live. Vous être coach sportive. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Anne-Gaëlle, quelle est la place du suivi psychologique après la chirurgie bariatrique ? Elle est essentielle, je ne vais pas vous dire le contraire. Ce qu'il faut voir, c'est que la chirurgie, ce n'est pas un long fleuve tranquille et qu'en fait, l'amaigrissement peut amener d'autres problématiques. Une première problématique, c'est que la personne peut avoir du mal à s'adapter à son nouveau corps. Tout comme certaines personnes ne se sont pas vues grossir, d'autres peuvent ne pas se voir maigrir et peuvent se sentir obèses, même 4-5 ans après la chirurgie, et même avoir perdu plus de la moitié du poids. D'autres personnes peuvent être déçues, ne pas avoir perdu suffisamment par rapport à ce qu'elles escomptaient ou trop perdu aussi. Donc il y a tout cet accompagnement pour les aider à accepter le nouveau corps. Ensuite, il y a aussi des problématiques comme la crise identitaire. Qui je suis une fois que ce corps est parti, une fois que cette enveloppe s'est évaporée, qui suis-je? Et du coup, certaines personnes vont en profiter pour prendre leur envol, pour s'affirmer, pour oser dire non à l'autre, mais d'autres personnes, à l'inverse, vont se sentir complètement perdues. Et c'est là qu'on a tout notre rôle à jouer pour les aider
à se construire une nouvelle identité. Il y a aussi toute la problématique des déplacements des addictions, hein, vous en avez parlé juste avant, des addictions à l'alcool, mais aussi au sexe, au sport. Les achats compulsifs aussi sont fréquents. Donc là, on est là aussi pour veiller au grain, pour aider le patient à maintenir les bonnes habitudes et à ne pas déplacer une problématique vers une autre. Ouais. Et puis, il y a tout le maintien des habitudes. Hein. On parle bien de devoir supprimer toute boisson gazeuse ad vitam aeternam. C'est pas facile. Donc, tant qu'on est dans la période de lune de miel, de la perte de poids, ça va encore. Mais au bout de 2 ans, on sent bien que là, les vieux démons reviennent. Les envies de sucre, les compulsions alimentaires, les envies de manger émotionnelles. Tout ça, ça a tendance à rejaillir. Et du coup, nous, on est là pour les aider à maintenir tout ça sur le long cours. Mais de quelle manière vous les accompagnez justement, ces patients ? Alors moi, je les accompagne pendant 3 ans parce que justement, on sent bien qu'au bout de 2 ans, il y a un vrai virage à négocier. Je les accompagne de façon totalement digitale. Donc, c'est sous forme de consultations individuelles, mais aussi de consultations, de séances de groupe. 1 à 2 fois par mois, on va aborder des thématiques, parfois même avec l'entourage. Ça peut être très important aussi d'englober l'entourage. Et puis de chemin intérieur à travers des vidéos thématiques qui les amènent à faire des exercices guidés, à se sentir concernés par telle ou telle problématique, vraiment s'interpeller sur justement, par exemple, la question de la peau, l'excédent de peau, qu'est-ce que j'en fais, comment est-ce que je gère ça, est-ce que ça m'empêche de mettre la petite robe dont je rêvais, ou bien est-ce que je prends, je vais faire appel à un médecin, une chirurgie réparatrice. Alors, en quoi c'est important de participer au cours collectif, Anne-Gaëlle ? C'est vrai que là, moi, ce que je propose aux patients, c'est du coup d'être en contact avec des personnes qui vivent le même chemin qu'eux, mais à des stades différents. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'engage dans le parcours peut être en contact avec quelqu'un qui l'a déjà vécu il y a 6 ans, il y a 10 ans. Et donc, de ce fait-là, prendre conscience. C'est vraiment ça, prendre conscience, être averti. Je pense que pour s'engager dans cette démarche de chirurgie, il faut être éclairé. Et il ne faut pas y aller comme ça avec une vision de baguette magique. Et le fait d'être mis en contact avec une communauté, ça permet d'être soutenu quand on commence à être un petit peu défaillant, quand on a une baisse de morale. Ça permet d'avoir les trucs et astuces des autres qui sont déjà passés par là. Et le retour que me font beaucoup les patients, c'est qu'ils apprécient le fait d'être entre personnes qui se comprennent. Ouais. Parce que l'entourage ne comprend pas toujours le fond du problème. Ouais. Et là, ils sont entre personnes qui se comprennent, qui parlent le même langage. Et on rappelle que vous avez une chaîne qui s'appelle Baria Team. Donc, vous parlez de vidéos, mais je vous invite à aller sur YouTube et à taper Baria Team. Voilà, vous tomberez sur ces vidéos. Voilà, vous verrez les interviews du docteur Sina, d'Alexandre, des partenaires. Toute l'équipe. Alors, il y a des questions qui sont très intéressantes et qui vous concernent sur le chat. J'ai peur de regrossir. Est-ce que la reprise de poids est systématique ? Heureusement que non. Heureusement qu'elle n'est pas systématique, sinon je ne sais pas pourquoi on proposerait cette solution. Non, elle n'est pas systématique et justement, le patient doit vraiment prendre conscience qu'il est le pilote de son amaigrissement, de son changement de mode de vie et que c'est à lui de mettre en place les choses et que son engagement va être vraiment prépondérant dans sa réussite. Heureusement, oui, la peur de regrossir, elle est extrêmement fréquente. Quand arrive le rebond pondéral ou la stabilisation, les personnes ont tendance à revenir dans les schémas, il faut que je me remette au régime, il faut que je refasse attention. Donc c'est pour ça qu'on est là pour veiller au grain et les aider. Mais la peur de grossir est très fréquente. Maintenant, s'ils ont mis en place toutes les préconisations, s'ils ont mis en place un changement d'habitude de vie qui maintiennent vraiment ce suivi avec le chirurgien, avec les coachs sportifs, avec le nutritionniste et le psychologue, il y a de fortes chances qu'ils réussissent et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Alors, il y a une question sur l'estime, sur le regard que l'on se porte à soi-même. Je ne me vois pas maigrir, je me sens toujours grosse, comment faire ? Oui, ça c'est une vraie problématique. En fait, le cerveau ne se met pas à jour aussi facilement que cela. D'autant plus que ce qu'il faut voir, c'est qu'avec la chirurgie bariatrique, l'amaigrissement est très rapide, contrairement à quelqu'un qui va perdre naturellement. Donc en fait, la mise à jour du cerveau ne se fait pas toujours. Et là, en fait, on va utiliser des outils pour aider le patient à obliger son cerveau à recalculer. Donc ça va être des choses vraiment très corporelles, notamment l'activité physique est vraiment un moyen très important pour ça. On va par exemple leur préconiser de toujours
calculer l'espace par rapport aux objets. Par exemple, quand ils se garent, avant, ils avaient le réflexe de vraiment calculer le fait qu'ils avaient beaucoup de place pour ouvrir la portière et sortir de la voiture. Et bien là, on va leur dire, non, garez-vous dans une place où ça vous semble serré. Et expérimenter. Et c'est à force d'expérimenter, par la répétition, par la régularité, on met à jour le cerveau. Donc c'est plein de petits trucs et astuces comme ça, où on les aide à se mettre devant le miroir et à s'obliger à se regarder, parce que souvent ils ne se regardent pas. Alors tout à l'heure, le professeur Krems a parlé d'alcool. Oui. Après la chirurgie, est-ce qu'il y a d'autres dépendances qui se développent, comme l'alcool ou la cigarette ? Oui, bien sûr, dépendance au sexe, au travail, au sport, aux achats compulsifs. Oui, on voit toute la palette des addictions possibles. Au vide aussi, l'anorexie, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des personnes qui passent de l'obésité à l'anorexie. Ah d'accord, oui. Ils font un grand écart. Tout à fait. Très bien. Le suivi psy n'est pas obligatoire. Qui préconise ce suivi? On en parlait en préparant cette émission. Toute l'équipe. C'est vraiment... Allez voir une gueule. Elle est super. C'est ça. Vraiment, effectivement, le patient... obligation de faire la préparation psychologique, c'est dans les critères de la Haute Autorité de Santé. En revanche, il n'y a aucune obligation d'avoir quelconque suivi. En revanche, s'il comprend l'intérêt de tout ce qu'il va gagner et de tous les bénéfices qu'il va en ressentir, eh bien, il va s'engager dans ce suivi sans difficulté. Alors, il y a une étude américaine qui a montré que 41% des patients opérés d'une chirurgie bariatrique ne respectant pas les recommandations en matière d'activité physique reprenaient du poids 2 ans post-opération. Il est donc fortement conseillé afin de pratiquer une forme d'activité physique, je dis bien une forme entre parenthèses d'activité physique de façon régulière et habituelle afin d'améliorer la perte de poids et son maintien à long terme et surtout de prévenir la perte de masse musculaire. C'est pour ça que je me tourne vers le docteur Chimo. On parle bien d'activité physique et non de sport dans un premier temps. Alors oui, parce qu'il y a une différence qui est importante à comprendre entre ces différentes choses. C'est que autant le sport peut paraître un gros mot pour certains, peut être compliqué surtout pour des gens qui sont en surpoids, alors que l'activité physique, c'est bien quelque chose de la vie de tous les jours. C'est de lutter contre la sédentarité qui déjà est une phase importante de la prise en charge de ces personnes-là ou d'ailleurs de tout à chacun. Au bout de combien de temps on peut reprendre une activité physique post-opératoire ? De toute façon, c'est le plus rapidement possible. Alors, bien évidemment, il y a le visa chirurgical pour pouvoir reprendre une activité physique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprendre une activité physique si, d'un côté chirurgical, on n'a pas l'autorisation. L'autorisation pour les suites post-opératoires ou les choses comme ça. Malgré tout, c'est dès le début. C'est-à-dire que c'est de pouvoir déjà reprendre des habitudes quotidiennes qui vont permettre d'augmenter la capacité d'activité physique qu'on va pouvoir faire. Et pourquoi est-il important de reprendre une activité physique le plus rapidement possible ? Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Alors premièrement, bien évidemment, l'activité physique va augmenter la consommation calorique. Alors évidemment, l'activité physique en soi et le sport d'ailleurs ne sont pas des gros consommateurs de calories, donc ça ne permet pas clairement de perdre du poids. Par contre, ça va permettre vraiment de participer à cette perte de poids, c'est-à-dire que on va quand même consommer un minimum de calories qui vont permettre petit bout à petit bout, avec les autres éléments, de continuer à perdre le poids. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on va avoir une chirurgie bariatrique, on va avoir une perte de la masse maigre, c'est-à-dire pas que de la masse grasse, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, cette perte de la masse maigre, elle est quasi obligatoire, malheureusement. Alors, bien évidemment, il y a les protéines qu'il faut reprendre, etc., comme on en a parlé tout à l'heure, mais ça ne suffit pas forcément. Il va falloir avoir une activité physique, comme en musculation, on peut voir les gens qui veulent prendre de la masse, ils font du sport, de la musculation. Bien là, on va faire de l'activité physique pour lutter contre cette perte de masse maigre, pour lutter contre cette perte de muscle et pour éviter justement d'avoir cette perte-là. Et puis concrètement, la masse maigre et les muscles, c'est aussi ce qui permet de bien vivre et de continuer à avoir une vie sociale et de tous les jours intéressante. Et qu'est-ce que vous préconisez en termes d'activité physique ? Déjà, premièrement, la première chose, c'est déjà de se faire plaisir. C'est-à-dire que concrètement, quand on veut faire de l'activité physique ou qu'on veut faire du sport, le meilleur moyen de ne pas être motivé, c'est de ne pas se faire plaisir. Donc, premièrement, de trouver des choses qui vont nous faire plaisir dans ce qu'on peut faire. Mais déjà, dans la vie courante, on a déjà des choses qui peuvent être intéressantes. Reprendre des bonnes habitudes. Prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, descendre 2-3 arrêts de bus avant son arrivée pour pouvoir marcher un petit peu plus, se programmer un petit peu
de marche, par exemple, de prendre des habitudes dans la semaine, de faire de la marche un petit peu à vitesse accélérée, etc., etc. Et puis progressivement, pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui sont motivés, le fait de refaire du sport secondairement, une fois que les capacités le peuvent, une fois que la motivation le font, est aussi une chose qui va être intéressante. Alors, il y a des questions justement sur le chat. Depuis que je suis en surpoids, j'ai mal aux genoux. Comment faire pour pouvoir faire quand même de l'activité physique ? Alors ça, c'est une problématique qui peut être habituelle, puisque bien évidemment le surpoids va faire une surcharge au niveau des articulations, et donc forcément la première articulation qui fait souffrir en général, c'est plutôt le genou. Donc premièrement, il y a déjà des solutions. Alors déjà, il faut faire un diagnostic, c'est-à-dire qu'il faut déjà consulter pour savoir quelle est la raison qui fait qu'on a cette douleur au niveau des genoux. La deuxième chose, c'est qu'il y a des prises en charge médicales qui vont permettre d'atténuer. Mais à côté de ça, l'activité physique ou l'activité sportive peut aussi se faire avec des activités qui sont en décharge. Alors, bien évidemment, il y a la natation, que tout le monde voit immédiatement, mais ce n'est pas la seule. Tout ce qui est vélo, qui est en semi-décharge, peut permettre de limiter un petit peu la charge pondérale sur cette articulation et donc de pouvoir continuer l'activité physique malgré des soucis qu'on peut avoir sur certaines articulations. Alors, il y a une autre question. Pourquoi je ne perds pas de poids alors que je fais du sport ? Alors ça, c'est l'autre chose qu'on avait vu initialement. Ce qu'on dit, c'est que le sport, et c'est pour ça que l'être humain est bien fait, le fait de faire du sport n'est pas quelque chose qui consomme énormément d'énergie. C'est-à-dire qu'on va être très déçu. C'est-à-dire que si on fait 10 km de course à pied, on va se rendre compte, maintenant qu'on est tous connectés, qu'on va perdre 600 kcal. Ce qui finalement est une perte très limitée par rapport à l'effort qu'on a dû fournir pour faire ça. Eh bien, la réponse est là. C'est-à-dire que le sport n'est pas le moyen qui va permettre de complètement perdre le poids. C'est quelque chose qui va permettre de participer à la perte pondérale, mais étant donné que ça ne consomme pas énormément d'énergie, forcément, si on n'accompagne pas l'activité physique ou le sport avec les autres choses, eh bien forcément, on risque d'être déçu sur la perte de poids. Effectivement, on rappelle que tout est lié à partir du moment où on soit opéré, et même sur la partie pré-op, on l'a vu lors du premier live qui est en replay sur le site du centre Elsan Obésité, donc je vous conseille d'aller le voir aussi. Vous êtes en train de développer un centre du sport. C'est intéressant ça. À la clinique Bretéché, donc on est en train de faire un centre du sport, alors pour tous les sportifs, mais aussi pour ce qui est très en vogue actuellement, qui est le sport santé. Le sport santé, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir faire réaliser de l'activité physique ou du sport à des gens qui soit n'en ont pas fait depuis très longtemps et qui veulent s'y remettre, mais aussi à des gens qui ont des pathologies ou qui sont dans des situations qui ne leur permettent pas, juste en prenant une paire de baskets ou en prenant un vélo, de tout de suite se remettre à l'activité physique et au sport. Et donc ça, c'est de les accompagner, d'abord éventuellement avec un bilan médical initial, mais aussi avec un accompagnement de professionnels de l'activité physique pour pouvoir les remettre dans des conditions de faire activité physique ou sportive par la suite. Et dans ces centres de sport, on peut retrouver par exemple maintenant Chifolo, vous mettez en place donc des programmes personnalisés pour les personnes atteintes de pathologies chroniques sur prescription d'APA, donc activité physique adaptée, que les médecins, je le rappelle, peuvent prescrire à leurs patients atteints de maladies chroniques, et ce depuis 2017. Comment est-ce que vous les prenez en charge, ces patients ? Alors dans un premier temps, j'ai effectué un bilan de conditions physiques initial qui me permet de voir les aptitudes et les capacités physiques donc des patients, et ensuite je mets en place un programme personnalisé et adapté. Donc ce sont des programmes sur quelle durée ? En général, les programmes durent environ 3-4 mois. Après, ça dépend en fonction de la demande du patient. La durée du programme peut être prolongée pour une question de besoin, de motivation, pour vraiment les accompagner sur le long terme par la suite. Alors, on en a parlé un peu avec le docteur Chimo. Quel type d'activité vous mettez en place ? Alors, au tout début de la prise en charge, cela va être une activité physique vraiment modérée, avec la mise en place justement d'exercices de renforcement musculaire en fonction justement des capacités des genoux, des douleurs que l'on parlait justement juste avant. Donc type des exercices simples de flexion, extension, et dans un second temps un peu plus soutenu, qui va permettre de vraiment solliciter davantage le système cardiovasculaire et respiratoire. Ouais, important, c'est vraiment important. C'est quoi l'objectif de ces types d'activités-là ? Vous venez de parler du cardio, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, l'objectif, c'est, comme l'a dit le docteur Chimo, c'est vraiment d'éviter cette perte musculaire, donc cette sarcopénie, et vraiment favoriser la perte de masse grasse.
Donc on va favoriser le cardio, mais aussi stimuler le métabolisme lipidique et favoriser l'oxygénation, que ce soit du glucose et des lipides. Alors quand vous recevez un patient qui vient d'être opéré d'une chirurgie bariatrique, j'imagine, bon voilà, vous faites un entretien d'évaluation. Quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces patients? Dans un premier temps, c'est l'appréhension à la reprise de l'activité physique qui est très compliquée. L'activité physique aussi en elle-même, on peut avoir une certaine appréhension à l'activité physique. Donc c'est vraiment d'être accompagné, surtout. Leurs attentes, c'est vraiment d'être accompagné, d'avoir une certaine motivation, de retrouver le goût à l'effort, de retrouver une certaine reconnaissance de son corps, connaissance de son corps, pardon. Et vraiment d'être soutenu et pris en charge vraiment de façon adaptée. Et vous avez la pêche maintenant, donc vous les soutenez voilà, au quotidien. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je voulais avoir cette partie psychologie et activité physique, parce que tout est lié. Entre ce que vous faites, Anne-Gaëlle, et ce que vous faites, vous, sur la partie activité physique, c'est vrai qu'on parle de motivation, d'estime de soi, la transformation du corps. C'est intéressant, Anne-Gaëlle, cette partie activité physique aussi. Oui, c'est vraiment le trépied du tabouret. Avec l'activité physique, c'est sûr qu'on peut vraiment travailler sur l'estime de soi, sur la reconnexion avec le corps, parce qu'en fait, les personnes, lorsqu'elles grossissent, souvent se déconnectent progressivement de leur corps. Et l'activité physique, c'est vraiment l'outil idéal pour retrouver ces connexions sensorielles, travailler aussi sur la peau, travailler, voilà ce que je disais aussi sur le fait de se voir maigrir avec des activités physiques plus douces, centrées sur soi et qui permettent comme ça à la personne de visualiser son corps et de ce fait-là faire travailler l'image mentale. Et tout est lié, effectivement. Merci en tout cas à tous les trois pour vos explications sur cette partie psychologie et activité physique. Alors après une chirurgie de l'obésité, 2 items qui vont maintenant nous intéresser dans cette dernière partie de l'émission. On va se donner 30 minutes. Après une chirurgie, la peau a été soumise à des fluctuations de poids hormonales et perd son pouvoir de rétractation et une partie de son élasticité. C'est là que peut intervenir justement la chirurgie reconstructive. Et qu'en est-il sur les futures grossesses? Je suis sûr qu'elles sont nombreuses à se poser la question derrière leur écran. Quelles conséquences cela peut avoir? On en parle tout de suite avec mes invités. Bonsoir, docteur Frédéric Bellier-Vast. Bonsoir. Vous êtes chirurgien plastique, reconstructrice et esthétique à la clinique Bretéché. Exactement. C'est bon. En face de vous, on a le docteur Xavier Duval-Arnoux. Vous êtes gynécologue obstétricien à la clinique Bretéché et le professeur Krempf qui nous a rejoint. Alors, je vous invite bien sûr à poser vos questions sur le chat. On va donc se faire une grosse demi-heure sur ce focus et ces questions sur la chirurgie reconstructive et l'obstétrique. On va démarrer avec vous, docteur Frédéric Bellier-Vast. Vous représentez ce soir d'ailleurs les chirurgiens plasticiens de la clinique Bretéché. Donc, on va saluer toute l'équipe. On va la voir à l'antenne. Voilà. Donc, vous êtes nombreux. Alors, on est nombreux. On est une équipe de 8 praticiens sur la clinique. Et en fait, on pratique tous cette chirurgie après amaigrissement massif. Voilà, avec certains des praticiens qui ont une prédilection un petit peu plus pour cette chirurgie que d'autres, mais cette chirurgie est assurée par toute l'équipe. Et on rappelle d'ailleurs justement que c'est votre activité principale au sein de la chirurgie plastique, oui, c'est ça? Tout à fait, depuis plus de 10 ans, puisque en fait je connaissais déjà le professeur Krempf lorsqu'il était au CHU et on travaillait déjà main dans la main. Très bien. Voilà. Alors dans ce parcours au post-op du patient, quel est le meilleur moment pour envisager une chirurgie reconstructive après une perte de poids massive? Alors c'est une excellente question parce qu'on nous la pose souvent.
souvent. Et en fait, faut vraiment que l'amaigrissement soit stabilisé. Alors, stabilisé depuis plus de 6 mois. On aime bien que les choses soient un petit peu claires là-dessus. Et stabilisé et en même temps bien encadré. Et on est toujours en corrélation aussi avec nos collègues endocrinologues, nutritionnistes, parce qu'il faut vraiment que cet amaigrissement il soit encadré, puisque nous, on ne pourra opérer que des patients qui sont en bonne forme physique et notamment qui n'ont pas de déficit en protéines, pas de déficit en fer, voilà, pour pouvoir permettre une cicatrisation et des suites opératoires correctes. Donc cet amaigrissement, il faut qu'il soit stabilisé depuis au moins 6 mois et ce qui nous mène à peu près, on va dire, à un peu plus d'1 an de la chirurgie viscérale bariatrique. Il faut compter vraiment ce délai-là pour que les choses soient claires. Et entre 2 chirurgies plastiques, il y a un délai? Alors effectivement, parce qu'on va l'évoquer juste après, mais c'est vrai que malheureusement, l'amaigrissement entraînera probablement plusieurs chirurgies plastiques et il faut compter plusieurs mois, au minimum 6 à 8 mois, entre 2 interventions de chirurgie plastique. Donc on va partir, c'est vrai, sur un parcours un petit peu intense qui va s'étaler probablement sur 2 voire 3 années de réparation après l'amaigrissement massif. Quel est le poids idéal pour envisager une chirurgie réparatrice? Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de cette histoire de poids idéal ou alors d'indice de masse corporelle, d'IMC. Alors en fait, nous, on ne raisonne pas avec un poids idéal ou un IMC idéal. En fait, c'est le poids, l'objectif de perte de poids qui est atteinte et stabilisé. Ça, c'est en fait notre critère de prise en charge. Donc on ne parle pas vraiment d'IMC parce qu'en fait, un patient qui pesait 180 kg et qui a perdu 80 kg et qui n'a plus de comorbidité, plus de diabète, plus d'hypertension, voilà, qui va bien, il aura toujours un IMC assez élevé, mais ce n'est pas un critère de non prise en charge pour la chirurgie plastique. Voilà. Alors pourquoi les patients qui viennent vous voir ont besoin justement de voir un chirurgien plasticien? Alors en fait, la peau, elle a une capacité naturelle à se retendre, hein, comme après une grossesse. Et cette capacité, malheureusement, parfois la peau a été trop distendue lors de la période de surpoids et n'arrive pas en fait à se remodeler autour de la nouvelle silhouette. Et ça entraîne en fait un effondrement un petit peu tissulaire, donc c'est plutôt un effondrement cutanéo-graisseux, situé notamment au niveau de l'abdomen, des hanches, des bras, des cuisses, des seins et parfois même du visage. Alors, on est un petit peu obligé de prendre en charge zone de corps par zone de corps et on va être amené à pratiquer plusieurs interventions. Donc pour vous les présenter, on va voir les images justement, parce que vous êtes venu avec des dessins, alors c'est intéressant. Voilà. Alors vous allez quand même nous expliquer, vous avez fait appel à un dessinateur. Voilà, j'ai fait appel à un dessinateur qui a fait des dessins à partir de photos, car comme vous le savez, en chirurgie plastique, on fait toujours des photos préopératoires et post-opératoires, mais cette photo est un document médical, propriété du patient, et donc on ne les montre pas, pour des raisons, voilà, on ne peut pas les diffuser. Donc par contre, voilà, ça c'est un dessin anonymisé et ça me permet quand même de vous expliquer quelle est notre chirurgie. Donc je parlais un petit peu d'excès cutanéo-graisseux et notamment du fameux tablier abdominal. Donc on peut voir les photos, enfin les dessins avant-après. Donc en fait, il y a un tablier qui retombe sur le pubis avec en fait une gêne fonctionnelle. Les patients ont du mal à s'habiller, à se bouger et notamment aussi des gênes, on va dire, plus d'hygiène puisqu'il y a des frottements et des macérations dans les plis. Donc une des premières interventions, c'est l'abdominoplastie. Elle vise en fait à retendre toute la paroi abdominale antérieure au prix d'une grande cicatrice qui ira d'une hanche à l'autre, hein, avec une cicatrice péri-ombilicale. Généralement est associée une lipoaspiration des flancs et c'est pour ça que je vous montre la photo en postérieur, ce qui permet de bien redessiner les fesses et le galbe des fesses. Alors ça peut faire sourire d'avoir un joli galbe des fesses, mais en fait un joli galbe des fesses, ça permet de tenir un pantalon, de serrer une ceinture et de pouvoir se vêtir de façon correcte et fonctionnelle. Quand l'amaigrissement est un petit peu plus important, on peut passer sur une chirurgie un petit peu plus complète qui s'appelle le body lift. Donc une body lift, c'est une chirurgie qui permet de traiter toute la partie tiers moyenne du corps en une seule intervention. Donc c'est une chirurgie qui met 4 à 5 heures et elle permet en fait en une seule intervention de traiter le tablier abdominal, de remonter généralement aussi le pubis qui aussi souffre de l'amaigrissement, de retendre la face externe de cuisse et de remonter les fesses et de les regalber tout en éliminant toujours la même chose, les excès au niveau dorsaux.
Donc ça permet d'avoir une cicatrice qui est en fait camouflable dans un sous-vêtement. Toujours une cicatrice qui fait tout le tour du corps de façon circulaire avec une petite cicatrice pério-ombilicale. Ensuite, si on parle des autres zones du corps qui peuvent souffrir de l'amaigrissement, il y a la face interne des bras. Donc là, c'est vraiment une gêne fonctionnelle pour les patients parce qu'en fait, cet amas graisseux cutané de la face interne des bras entraîne des douleurs d'épaule et aussi une gêne vestimentaire parce que souvent, ils sont obligés de prendre des vêtements beaucoup trop grands pour eux juste pour placer leurs bras. Donc l'intervention consiste à éliminer ce reste d'excédent cutané ou graisseux au prix cette fois-ci d'une grande cicatrice qu'on essaiera de placer sur la face interne du bras puisqu'on va essayer de la camoufler quand le patient est en position debout, même dévêtu, on va faire en sorte qu'elle se voit le moins possible. Enfin, Parce qu'on rappelle quand même que les cicatrices sont visibles. Alors, les cicatrices, effectivement, une cicatrice, c'est une marque indélébile. Par contre, voilà, le but de la chirurgie plastique, c'est quand même d'avoir les plus jolies cicatrices et puis de les placer les plus correctement possible. Donc, soit dans les sous-vêtements, soit en face interne de bras ou alors en face interne de cuisse pour que le patient en position debout, on va dire dévêtu, et je pense à des situations de plage, en maillot de bain, on ne voit quasiment pas leur cicatrice. Très bien. Donc on intervient aussi sur les cuisses. Et les cuisses, c'est aussi une gêne fonctionnelle qui est vraiment très importante avec une grosse demande des patients. Parce qu'en fait, souvent, il y a une masse graisseuse sur la partie proximale, donc la partie la plus haute de la cuisse, qui persiste et qui vraiment engendre des frottements insupportables. Et donc, nous, on est amené toujours à résoudre ce problème en faisant une grosse lipoaspiration des excès graisseux persistants et une grosse résection cutanée avec cette fois-ci une cicatrice qui peut même aller au-delà du genou si nécessaire. D'accord. Alors l'amaigrissement, elle touche aussi le haut du torse. Chez les hommes, on peut avoir en fait un reste, on va dire, de poitrine qui en fait engendre en fait une silhouette finalement un petit peu féminine qui correspond pas du tout. Voilà, pas du tout. Et puis avec généralement un reste de glande mammaire. Donc en fait, l'intervention consiste à ôter ce reste de glande mammaire et ôter aussi les excès cutanés au prix de cicatrices sur le thorax et sur l'aréole également. Et enfin, la dernière intervention du thorax pour les femmes, alors c'est une intervention qui peut soit concerner que les seins en partie antérieure, c'est ce qu'on appelle la cure de ptose, parce que l'amaigrissement souvent entraîne un vide au niveau de la poitrine, avec des seins qui sont très ptosés, très descendus et qui occasionnent cette fois-ci, on va dire, une gêne plus esthétique. Et donc on traite ça comme une cure de ptose avec des cicatrices périaréolaires verticales et horizontales. Le dos peut être touché avec parfois des gros excès cutanés qui persistent et avec un pli dorsal qui occasionne vraiment une gêne à l'habillage. Et donc dans ces cas-là, on fait une intervention complète qui s'appelle l'upper body lift et qui permet de redraper les excès dorsaux. Je tiens quand même à signaler que cette intervention d'upper body lift n'est souvent pas prise en charge par l'assurance maladie. C'est la question, il y a une question qui est posée sur le chat, justement, j'allais vous la poser. Pourquoi est-ce que c'est pas pris en charge? Alors, pourquoi c'est pas pris en charge? Parce que l'assurance maladie va possiblement prendre en charge lorsqu'il y a une gêne fonctionnelle et il y a des critères de prise en charge qui vont faire l'objet en fait d'une demande d'entente préalable auprès de la caisse d'assurance maladie et les patients vont être vus par un médecin conseil systématiquement et le médecin conseil validera notre demande d'entente préalable. Donc les critères sont stricts. Ça dépend des interventions. Il y a un répertoire. Enfin, il y a des conditions. Des conditions voilà, pour que ça soit pris en charge. C'est une autre question. Quelles sont les conditions pour avoir un accès à la chirurgie réparatrice prise en charge par la Sécu? Par exemple, pour l'abdomen, la condition, ça va être un tablier abdominal retombant sur le pubis suite à un amaigrissement massif stabilisé. Voilà. Donc, c'est des critères de prise en charge qui ont été établis. Pourquoi ces critères de prise en charge? Parce que l'assurance maladie, elle est là pour la maladie, c'est-à-dire pour la gêne fonctionnelle. Donc, il y aura une prise en charge. Par contre, la sécurité sociale n'a pas estimé qu'il n'y avait de gêne fonctionnelle pour la ptose mammaire et donc ne veut pas faire de prise en charge. Alors, ça peut être discutable, mais toujours est-il qu'actuellement, on ne peut pas prendre en charge des cures de ptose. D'accord, mais toujours est-il, on peut quand même bénéficier de la sécurité sociale, d'une intervention prise en charge par la sécurité sociale. Tout à fait. Ça, c'est possible aussi, exactement. À condition de respecter quelques conditions. Voilà, il y a des demandes d'entente préalable pour l'abdomen, les cuisses et les bras. Alors, j'ai une question sur le chat.
Alors, quand on a un tablier, bien marqué, parce qu'il y a des mots qui sont mis un peu à l'envers, mais c'est pas très grave. Quand on a un tablier bien marqué avant la perte de poids, peut-on espérer que la peau revienne en place et éviter la chirurgie réparatrice? Alors, au début, voilà, ça dépend. J'ai envie de vous dire, ça dépend vraiment de la capacité de la peau à se retendre. Il y a des patients qui ont une capacité incroyable. Moi, j'ai des patientes qui ont perdu 30, 40 kilos et qui n'ont absolument aucun tablier abdominal. Donc voilà, c'est propre à chacun. Ça dépend aussi chez les femmes des grossesses. Est-ce qu'elles en ont eu plusieurs en situation d'obésité, après, voilà. Donc ça dépend vraiment, mais en tout cas, le critère de prise en charge, c'est un tablier abdominal qui retombe sur le pubis. Donc c'est strict, parce qu'il faut qu'il y ait une gêne fonctionnelle. Ce sera peut-être ma dernière question parce qu'on a parlé de la prise en charge de la CPAM et si ce n'est pas pris en charge, combien ça coûte? Alors effectivement, ça c'est une question qui doit revenir souvent. Ça revient parce qu'effectivement, parfois on ne correspond pas aux critères de prise en charge, mais néanmoins on a un excès cutanéo-graisseux disgracieux et qui du coup signe un petit peu l'amaigrissement massif et le patient n'arrive pas à se retrouver avec cette nouvelle silhouette et cet excès cutanéo-graisseux qui persiste, qui signe en fait qu'elle a beaucoup maigri. Donc on peut faire des interventions de chirurgie plastique, notamment une abdominoplastie non prise en charge. Et en gros, il faut quand même compter 4 500 €, ce qui comprend les frais d'hospitalisation, les honoraires du chirurgien, les honoraires de l'anesthésiste, les frais de la structure. Donc voilà, c'est une grosse somme, mais elle comporte beaucoup de choses. Oui, c'est la prise en charge globale, voilà, c'est pas que le chirurgien, on est bien d'accord. Non, c'est pas que le chirurgien. D'accord, voilà. c'est qu'on en parlait en préparant cette émission et c'est vrai que le docteur Duval-Arnoux le précisait en disant attention, il faut bien préciser quand même, il faut bien dire que tout est pris en charge, de l'infirmière à la chambre et tout. Voilà, donc on est bien d'accord. Ces chirurgies réparatrices sont-elles douloureuses? Et est-ce que l'âge joue sur la cicatrisation? Alors, l'âge, non, parce que j'ai presque envie de vous dire que les personnes assez âgées cicatrisent généralement très bien. Donc, voilà, l'âge ne joue pas. Par contre, est-ce douloureux? Actuellement, en fait, on a la chance d'être bien encadré par des anesthésistes et qui vont proposer systématiquement à nos patients une prise en charge avec des blocs locaux régionaux qui sont faits au bloc opératoire et qui permettent, en fait, une analgésie vraiment la plus optimale pour cette chirurgie. Et donc, les suites opératoires se gèrent assez bien. En moyenne, quand même, une abdominoplastie, on reste hospitalisé entre 2 et 3 jours. Et pour un body lift, c'est pareil, ça peut être de 2 à 4 jours. Donc, ce sont des douleurs, on va dire que c'est plutôt que ça tire beaucoup, plus que des douleurs profondes, invalidantes, et qui sont gérables avec des antalgiques classiques. Très bien. Merci en tout cas, docteur. Oui, bien sûr, allez-y, professeur Krempf. Vous avez beaucoup insisté, je pense, à juste titre, sur la période de stabilisation. Exactement. Parce que beaucoup de patients nous demandent, dès que ça commence à aller mieux, je veux. Est-ce que c'est simple de réopérer quelqu'un qui a déjà été opéré? C'est-à-dire finalement quelqu'un qui maigrit, vous faites le body lift, mais qui est encore en phase dynamique, qui continue à perdre du poids derrière et qui se retrouve... Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est impossible? Alors, c'est pas que c'est impossible, c'est-à-dire que c'est dommage parce que quelqu'un qui a déjà bénéficié d'une abdominoplastie et qui perd encore 10 ou 15 kilos derrière, eh bien, n'aura pas de nouveau un tablier abdominal. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de prise en charge. Donc la chirurgie est éventuellement possible s'il y a toujours un excès cutané, mais je dis bien éventuellement parce que en fait, ça sera une chirurgie de rattrapage non pris en charge par l'assurance maladie. Donc c'est pour ça aussi qu'on insiste énormément sur la stabilisation pondérale dans les deux sens. Parce que si un patient qui n'est pas stabilisé et qui malheureusement reprend du poids juste après que nous on l'a opéré par exemple d'une abdominoplastie, clairement on ne sera pas satisfait non plus de son résultat parce que de nouveau il va avoir des excès graisseux et un résultat non correct. Et c'est intéressant la remarque du professeur Krempf, c'est qu'il faut avoir le go. Exactement. Il faut avoir le go des autres professionnels de santé. Exactement. Voilà. Et moi, j'attends aussi le go biologique. Donc, on est toujours en relation. J'attends la validation de l'équipe d'endocrino pour me dire si le patient est opérable. Et généralement aussi, on travaille main dans la main avec les chirurgiens viscérales parce que ne pas oublier que parfois l'obésité a créé des problèmes de parois cette fois-ci.
notamment d'éventration ou de hernie. Et on peut être aussi à travailler main dans la main avec les chirurgiens viscéraux pour traiter également, en fait, en même temps que notre geste de chirurgie plastique, un geste sur la paroi. C'est une opération à 4 mains, quoi. Exactement. Donc c'est vraiment un réseau qui a besoin d'être mis en place pour ce genre de chirurgie. Alors j'ai une question, je vous la pose, elle est sur le chat, elle concerne la prise en charge. Est-il donc plus malin de ne pas porter de gaine pour avoir plus de chances de rentrer dans les critères de prise en charge? Alors non. Je me doutais de la réponse, mais c'était bien quand même de le dire. Clairement, les gaines qui sont proposées lors de l'amaigrissement, à mon sens, peuvent être tout à fait utiles pour justement bien remodeler la peau autour de la nouvelle silhouette. Et je pense sincèrement que si vous avez besoin d'une chirurgie plastique, qui est gaine ou pas, vous l'aurez. Et par contre, si vous avez une peau qui a quand même une bonne capacité, et la gaine peut vous aider à éviter certains gestes, notamment au niveau des cuisses, au niveau des bras. Allez, il nous reste 15 minutes avant la fin de cette émission. On rappelle qu'il est possible bien sûr d'avoir des enfants après une chirurgie bariatrique. La patiente est accompagnée tout au long de son parcours par une équipe pluridisciplinaire. On ne le répétera jamais assez. Docteur Xavier Duval-Arnoux, alors quelle est la bonne période justement pour envisager une grossesse après une sleeve ou un bypass ? Alors la bonne période, c'est c'est surtout pas trop proche de la chirurgie, c'est-à-dire que classiquement on demande aux patientes qui ont bénéficié d'une chirurgie bariatrique d'avoir là aussi une stabilisation de leur poids, mais on donne souvent le chiffre d'1 an avant de démarrer une nouvelle grossesse après chirurgie bariatrique pour avoir une optimisation du risque de cette grossesse par la suite. Vous attendez le go, vous aussi? Oui, aussi, oui, tout à fait. Ce sont des grossesses qu'on appelle programmées, c'est-à-dire que à l'inverse d'un couple standard, un couple dont la femme a subi une chirurgie bariatrique, effectivement, on demande l'autorisation à la fois du gynécologue obstétricien et du nutritionniste sur la possibilité de faire une grossesse parce que, notamment sur les chirurgies qui créent une carence comme le bypass, il faut qu'on ait un équilibre nutritionnel qui soit satisfaisant pour pouvoir envisager une grossesse dans des conditions optimales. Quelles conséquences peuvent avoir une chirurgie bariatrique sur une future grossesse ? Alors les conséquences de la chirurgie en elle-même sont plutôt bénéfiques, c'est-à-dire que là où l'obésité est un facteur de risque important sur la grossesse, la perte de poids, que ce soit spontanée, encadrée par un régime entre guillemets, ou par une chirurgie bariatrique, est plutôt bénéfique sur la grossesse. Le seuil d'alerte est plutôt fixé sur l'enjeu lié à la malabsorption, notamment sur le bypass, c'est-à-dire qu'il faut avoir un équilibre nutritionnel qui soit optimal pendant la grossesse pour correspondre aux besoins nutritionnels d'une femme enceinte. Alors, et dans quelle situation est-ce que vous êtes amené à préconiser une perte de poids à une patiente avant de penser à une grossesse ? Alors, l'obésité, de façon générale, est un facteur de risque, encore une fois, important pendant la grossesse, voire majeur sur les obésités morbides. C'est-à-dire que, statistiquement, toutes les complications qui existent de la grossesse sont plus fréquentes chez les femmes obèses. L'accouchement est aussi plus à risque chez les femmes obèses que chez les femmes en perte de poids. Il y a une condition importante pour laquelle on peut demander une perte de poids pour une grossesse, ce serait dans le cas d'une femme qui n'obtient pas de grossesse spontanée et qui a besoin d'avoir recours à la procréation médicalement assistée. Et là, pour le coup, pour que l'accord d'aide médicale à la procréation soit donné, il faut avoir un indice de masse corporelle qui soit normalement en dessous de 30. Alors, en toute franchise, est-ce que le lien chirurgie bariatrique-grossesse est-il, selon vous, considéré comme grossesse à risque ? Alors, malgré tout, ça reste une grossesse à risque dans le sens où cet antécédent chirurgical et cet antécédent d'obésité doit nécessiter un suivi spécialisé qui est en général pluridisciplinaire, à la fois par un obstétricien et à la fois par un endocrinologue ou un nutritionniste. Oui, ça reste une grossesse à risque qui, paradoxalement, est moins à risque qu'une grossesse chez une femme obèse. Alors, on le sait, les femmes opérées ont une modification de leur schéma corporel. La grossesse entraîne une prise de poids. J'ai une question justement sur le chat concernant cette prise de poids. On imagine que ça ne doit pas être évident à vivre, cette prise de poids pendant la grossesse, en termes d'image. Alors, tout à fait. Une femme qui a fait beaucoup d'efforts pour perdre du poids en passant par une chirurgie bariatrique, effectivement, la crainte souvent, c'est de dire « mais du coup, je vais reprendre du poids ».
Alors la première chose, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre beaucoup de poids pendant une grossesse. Les femmes qui sont en excès de poids au départ de la grossesse peuvent ne pas prendre de poids pendant la grossesse. Il n'y a pas besoin d'avoir d'apport alimentaire excessif pendant la grossesse pour faire grandir un bébé. Après, il faut effectivement encadrer la prise de poids et accompagner la patiente dans son schéma corporel, parce qu'effectivement, une femme qui a retrouvé un schéma corporel dans lequel elle est plus à l'aise, effectivement, la prise de poids peut être, au niveau psychologique, plus difficile à vivre. Et pour ça, on a des moyens de l'accompagner. Alors déjà, en la déculpabilisant, parce que les gens qui ont une tendance à être en surpoids ou à être obèses prennent de toute façon plus de poids facilement que les autres. Et donc, les femmes enceintes vont prendre plus de poids que les autres quand elles ont cette tendance-là. Par contre, on a des moyens de les accompagner à la fois sur le plan nutritionnel et à la fois sur le plan psychologique. On peut aussi avoir des cours de préparation à l'accouchement qui sont un peu plus dédiés. Voilà, on peut faire de l'art-thérapie, on peut faire du yoga, on peut faire des activités qui vont pouvoir justement les aider dans l'appropriation de ces modifications corporelles qui sont, encore une fois, passagères. Il ne faut pas considérer que parce qu'elles prennent du poids pendant la grossesse, elles vont reprendre, elles ne vont pas le perdre par la suite. Alors justement, j'ai une question sur le chat. Est-ce que la prise pondérale pendant la grossesse après chirurgie bariatrique est réversible? Oui, elle est réversible. Oui, elle est réversible et elle est même parfois de façon assez surprenante, très rapidement réversible. J'ai une patiente qui avait fait une chirurgie bariatrique, qui avait une sleeve avec un indice de masse corporelle qui était revenu normal et qui a pris 25 kilos pendant sa grossesse, qu'elle a perdu en quelques mois après sa grossesse. Ah oui, d'accord. Parce qu'on l'avait accompagnée, parce qu'au bout d'un moment, on l'a déculpabilisée en disant vous faites hyper attention, malgré tout, vous prenez du poids. On reverra après la grossesse pour la perte de poids. Et en fait, après, elle a repris ses habitudes alimentaires, elle a repris de l'activité physique, elle a été accompagnée et elle a repris son poids d'avant la grossesse sans grande difficulté, en tout cas sans plus de difficulté qu'une femme qui n'aurait pas bénéficié d'une chirurgie bariatrique et qui n'était pas obèse auparavant. Alors, docteur Bellier-Vast, vous travaillez en lien étroit justement avec les gynécologues obstétriciens. Est-ce qu'il est possible de faire une plastie abdominale avant? Alors oui, on peut tout à fait avoir une plastie abdominale avant une grossesse. C'est vrai que il y a de plus en plus de femmes jeunes qui sont prises en charge et qui veulent bénéficier d'une reconstruction plastique. Donc oui, on peut tout à fait. En tout cas, il n'y a pas de contraintes mécaniques. Les gynécologues nous interdisent absolument pas de pratiquer cette chirurgie. La seule chose qu'on peut dire à cette jeune femme, c'est que, en fait, nous, on va reconstruire son corps tel qu'il aurait dû être, sans qu'elle ait eu cet excès de poids et cette perte de poids. Donc, entre guillemets, on a fait une remise à zéro. Et après, comme toute femme, oui, leur ventre va se distendre. Oui, la peau sera pas exactement comme avant, mais comme n'importe quelle femme qui a eu une grossesse, généralement, on ne retrouve jamais son ventre d'avant. Je sais, c'est pas toujours évident. Est-ce que vous faites un suivi particulier sur la croissance du bébé pendant la grossesse? Pas nécessairement, sauf si le côté nutritionnel n'est pas optimisé et qu'on a l'impression qu'il y a des carences et qui pourraient avoir des conséquences sur le fœtus. Dans ces cas-là, on peut être amené à faire plus de surveillance de croissance, mais en soi, encore une fois, la grossesse après chirurgie bariatrique est plutôt moins risquée que la grossesse chez une femme obèse. Alors là, on parle de grossesse. Je vais donner la parole au professeur Kremps dans quelques instants. J'ai une question sur le chat qui concerne la contraception. Est-ce qu'il faut une contraception spécifique après la chirurgie bariatrique? Alors, même chose, la contraception chez la femme obèse est une contraception qui est à plus haut risque et qui nécessite effectivement un avis spécialisé pour optimiser les contraceptions, pour discuter avec la patiente des avantages, des inconvénients, des bénéfices et surtout des risques qu'on prend en fonction de la contraception qu'on choisit. Donc je ne vous donnerai pas ici de contraception standard ni pour la femme obèse ni pour la femme qui a bénéficié d'une chirurgie bariatrique, parce que la meilleure contraception, c'est celle que la femme va choisir après la discussion et après l'information qu'elle aura reçue avec son médecin. Par contre, il y a souvent une question de contraception qui se pose effectivement chez une femme qui est dans un parcours de chirurgie bariatrique, puisque comme on le disait, on recommande aux femmes de ne pas faire de grossesse dans l'année qui suit. Et donc là, effectivement, elles sont plus confortables, le chirurgien est plus confortable si on a une contraception efficace. Donc effectivement, très souvent, à ce moment-là, on est amené à les voir pour envisager avec elles la contraception. Et oui, dans la première année, il est bien d'avoir une contraception qui soit adaptée et qui peut changer au cours de l'année avec la perte de poids sur la suite.
Est-ce que la grossesse peut être suivie par un médecin traitant ou une sage-femme? C'est une question sur le chat. Alors, comme je le disais, ça reste une grossesse à risque et non, il vaut mieux avoir un suivi qui soit déjà pluridisciplinaire. Ça, c'est vraiment important d'insister. Il faut que le nutritionniste, l'endocrinologue soit associé au suivi de cette grossesse, qui n'est pas forcément très intensif pour tout le monde, mais en tout cas, il faut avoir le feu vert avant de tomber enceinte, avoir une première consultation au premier trimestre, et puis ensuite, en fonction de l'état, le nutritionniste juge s'il a besoin de revoir souvent la patiente ou pas. Il y a certaines pathologies métaboliques, et notamment ce qu'on appelle le diabète gestationnel, qui est le diabète qui est lié à la grossesse, qui sont plus fréquents chez les femmes qui ont un antécédent d'obésité, qui sont de diagnostic un peu plus difficiles que chez les femmes standards, entre guillemets, ou chez les femmes obèses, puisqu'il y a certains examens qu'on ne peut pas leur faire du fait de leur chirurgie bariatrique. Il y a certains tests de diagnostic du diabète gestationnel qui ne sont pas possibles chez les femmes qui ont eu notamment une sleeve. Donc voilà, et donc non, plutôt un suivi par un spécialiste de la grossesse, c'est-à-dire un obstétricien. Très bien, et alors justement en parlant de suivi, je me tourne vers vous, professeur Krempf. Quel est le suivi pendant la grossesse au niveau endocrino et nutritionnel? D'abord, je voudrais juste revenir sur ce problème de contraception. Hein. C'est important, parce qu'on ne pourra pas utiliser, notamment dans le bypass, tous les types de contraception. C'est-à-dire, contraception hormonale orale standard, eh bien, on sait qu'elle est moins efficace. Donc, on va probablement proposer d'autres types de contraception qui éviteront de se retrouver avec des grossesses non désirées. Bon, ça, c'est un point important à dire, que finalement, en fonction du type de chirurgie, on sera amené à faire des choix. D'où l'importance d'être suivi par une équipe pluridisciplinaire. Ça c'est un point. Et pour nous, c'est absolument essentiel avant la chirurgie que ça soit clarifié. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se retrouver avec une grossesse dans le premier mois de grossesse de post-chirurgicale, parce que bon, ce qui se passe très souvent, ces femmes très souvent ont une fécondité qui est très, très modeste du fait de surcharge pondérale. Elles perdent du poids, elles ont pris l'habitude de ne pas avoir de règles ou de ne pas prendre aucune protection parce qu'elles étaient fertiles auparavant, et puis elles maigrissent et elles le deviennent. Et la grossesse arrive en début de post-chirurgie, et ce qui est pour nous un peu plus compliqué, parce que c'est la phase d'amaigrissement rapide, et c'est là où on sait que bon, on a un peu plus de problèmes obstétricaux quand même, et en particulier les enfants peuvent d'une part être moins accrochés, si je puis dire, et deuxièmement aussi, on peut avoir beaucoup plus d'hypotrophie fétale dans ce contexte-là. Voilà. Donc là, il faut être extrêmement attentif, et la contraception est vraiment un point obligatoire et central pour ces femmes qui vont se faire opérer. D'accord. Je ne répète jamais assez, mais je le répète encore, parce qu'on a tous les jours des surprises, tant et si bien que maintenant, le test de grossesse est systématique avant l'intervention. Oui. D'accord. Beaucoup de chirurgiens maintenant font ça de façon à s'affranchir d'une mauvaise surprise. On dit, bah, tiens, j'ai oublié de vous dire. Bon, d'accord. Au fait, donc, comment vous dire voilà. Petite surprise. Donc voilà, donc c'est un point important, et je pense qu'il faut effectivement vraiment insister. Ça c'est dit. C'est pas une partie de, c'est pas un truc simple. Deuxième élément, la grossesse arrive, donc généralement 1 an, on dit 12 à 18 mois, vous voyez, donc avec la prise de poids, etc. La perte de poids, tout est stabilisé, ok, on y va, on commence. On peut faire la grossesse. La grossesse commence. On propose d'abord, avant de la commencer, il faut que la checklist, je dirais, de tous les marqueurs biologiques, carences et autres, soit parfait. Hein. En particulier l'acide folique, dont on sait qu'il est très, très important et qu'on est très souvent obligé d'en mettre un peu plus que chez une femme qui n'a pas suivi une chirurgie. Et ensuite, tout le suivi est très spécifique, c'est-à-dire que les besoins ne vont pas être exactement les mêmes. Moi, je n'utilise pas les mêmes cocktails vitaminiques et surcharge en fer et autres, vitamine D, que j'utilise chez une femme qui n'est pas enceinte. J'adapte. Parce que les besoins ne sont pas exactement les mêmes pendant la grossesse. Et on suit ça de très près. Alors, effectivement, une grossesse qui va bien, on n'a pas besoin de la voir tous les 15 jours, mais il y en a certaines, il faut accompagner, parce qu'effectivement, surviennent d'autres problèmes de type les transformations de l'image corporelle, la peur de prendre du poids aussi, qui est là, et qui fait qu'on a des restrictions qui s'aggravent pour certaines d'entre elles. Donc il faut vraiment être présent. Très bien. Alors j'ai une dernière question et il me reste 30 secondes. Alors si on peut répondre en quelques mots, ça m'arrange. Qu'est-ce que vous aimeriez que les personnes qui nous regardent actuellement retiennent de votre partie, que ce soit esthétique, obstétrique, ou même de manière générale sur la chirurgie et après? Pour ma partie, la chirurgie plastique, je pense que la chirurgie plastique permet un petit peu de pérenniser et en fait de fiabiliser la perte d'amaigrissement.
la perte de poids, pardon, parce que justement, on retrouve une silhouette correcte et généralement, les patientes qui ont eu de la chirurgie plastique, en fait, se maintiennent à leur poids et arrivent en fait à stabiliser et à ne plus jamais prendre de poids. Voilà. Très bien. Pour vous, docteur Moi, surtout, l'aspect contraception très important chez les femmes qui font un choix de parcours de chirurgie bariatrique. Le message qu'on peut faire une grossesse après chirurgie bariatrique, c'est tout à fait possible, mais ça s'encadre. Et puis, le dernier message, c'est que oui, la chirurgie bariatrique a un intérêt chez les femmes obèses parce qu'elles vont diminuer leur risque de toutes les complications de la grossesse avant. Donc il vaut mieux, chez une femme qui a ce projet, effectivement, il faut l'encourager dans ce sens-là en disant qu'elle va prendre moins de risques pour sa santé, pour la santé de son bébé, et donc oui, ça vaut le coup. Le mot de la fin pour vous, professeur Krempf? Je pense qu'il faut avoir en tête que l'obésité, c'est une maladie chronique. On n'en guérit pas. On l'a répété. Hein. On l'a répété, mais on le redit, il faut répéter. La chirurgie est une étape, est un traitement, est une étape, et qu'il faut continuer après, c'est-à-dire le suivi, l'aide, tout ça doit être présent tout le temps, et on est là pour ça. Et on est là pour ça, on a bien compris donc l'importance d'être suivi par une équipe d'experts du centre Elsan Obésité à Nantes. Merci donc à tous les trois, merci à tous nos professionnels de santé du centre Elsan Obésité à Nantes pour leurs interventions. On peut mettre peut-être le lien, voilà exactement, n'hésitez pas à aller nous rejoindre sur le site internet. Comme toujours, une équipe au top à la préparation de cette émission. Sidalia Dos Santos et Stéphanie Leparoux de la clinique Bretéché qui sont en régie, réalisée par l'équipe de Clément Robert du studio Production 44 by We Are Events. Merci à vous de nous avoir suivis. Il est exactement 21h15, on est pile à l'heure. On vous souhaite une très belle soirée et on vous dit à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.